Donc il nous envoie un mail. Bon bah c'est bon, hein, je nous ai inscrits, c'est bon, les tirages au sort, c'est dans un mois. J'ai dit: «Tirage au sort de quoi?» «Bah tu sais de la PTL qu'on avait parlé». «Non mais en fait on avait parlé vite fait quand même, on avait» et donc du coup il te rappelle: «Bon bah c'est bon, on est pris, hein». Oh, le Donc guet-apens. là ouais, le guet-apens complet. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Try Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. J'espère que toutes les traileuses et tous les trailers se portent bien. J'espère que toi, tu te portes bien, cher auditeur, chère auditrice fidèle au LTP. Je te remercie de me suivre régulièrement, de plus en plus nombreux. Et sachez que depuis quelques semaines, les chiffres d'écoute sont en constante augmentation, donc c'est exceptionnel. Je vous remercie toutes et tous de nouveau de votre fidélité et de faire en sorte que le LTP devienne ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un podcast qui commence à compter dans le milieu du trail running. Et donc je vous renouvelle mes sincères, mes plus profonds remerciements. J'en profite également, avant de passer à la présentation de l'invité du jour, pour vous indiquer que je vais vous proposer d'ici peu un nouveau format d'épisode qui sera intitulé les hors-sentiers du LTP. Alors le principe sera simple, je demanderai à un précédent invité de nous rejoindre de nouveau sur le podcast pour parler de sujets divers et variés, plus généraux, pour débattre, pour discuter de sécurité, de l'esprit trail, etc., de tout un tas de sujets. Et une partie de ces nouveaux épisodes seront accessibles uniquement au Patreon, bien évidemment, parce que une partie sera accessible à tout le monde, mais la totalité sera accessible au Patreon, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ils me soutiennent depuis de longues semaines déjà, et c'est tout à fait normal que ceux qui participent au soutien du LTP soient remerciés par des épisodes complets. Donc malgré tout, ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même accès à une certaine partie de l'épisode, mais pas en totalité. Donc si vous souhaitez bénéficier de la totalité de cet épisode et de ce nouveau format, eh bien rejoignez-nous et vous rejoindrez, comme je disais, une agréable communauté de passionnés et hyper bienveillante. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com/Let's Try le podcast. Et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un ostéopathe kinésithérapeute basé à Clermont-Ferrand qui exerce depuis 2002 et est spécialisé dans la prise en charge des pathologies et blessures en course à pied. Il est également et surtout l'une des figures historiques du milieu trail. Il est champion du monde lors de la première édition de ces championnats en 2019. Il est 4 fois vainqueur de la Grande Course des Templiers en 2007, 2008, 2010 et 2013. Il est vainqueur également de la Leadville 100. Il a été 2 fois dans le top 5 de la Western State. Il comptabilise environ 100 victoires en France, en Europe et dans le monde. Ce palmarès parlant pour lui, il reste malgré tout quelqu'un d'humble et de naturel que l'on peut d'ailleurs retrouver dans le podcast de la borne pleine les oreilles que je conseille vivement d'écouter. Nous évoquerons ensemble son parcours de vie, ses premiers pas professionnels, ses plus belles et ses pires histoires de trail et tout un tas d'anecdotes que vous retrouverez et que vous apprécierez, j'en suis sûr. Je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps et voici ma conversation avec Thomas Laure-Blanchet. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Laure-Blanchet. Salut Thomas, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Salut Nico. Alors, on le disait un petit peu en off là, quand on s'est eu au téléphone, on a parlé un petit peu de votre projet récent là, avec tes deux compères sur le podcast de la borne plein les oreilles. Il y a beaucoup de sujets en ce moment, ton activité professionnelle, etc. Déjà, comment vas-tu? Comment tu vis ce reconfinement, déconfinement? Comment ça se passe de ton côté? Ouais, bah, c'est vrai que c'est un petit peu, ce côté cyclique qui est un peu compliqué à gérer parce que finalement tu commences à t'organiser avec, des premières directives, puis finalement on peut en changer, puis finalement on les retrouve donc c'est toujours un peu compliqué de se réorganiser un planning avec la famille, le boulot, quand tu essayes de t'entraîner, avoir des horaires un peu fixes, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, on fait avec. Et puis je pense qu'à un moment donné, c'est aussi la compliance de tous les trailers, c'est inhérent justement à cette capacité à gérer, différents, paramètres, donc bah, ça À on s'entraîne s'adapter, pour les futures courses. on s'adapte bien nous les trailers, en À général. s'adapter, exactement. On s'adapte bien, exactement. Thomas, pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense qu'ils sont pas nombreux, mais quand même malgré tout, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
En quelques mots, kiné, papa, trailer. Depuis voilà, ça fait en gros, j'ai commencé le trail en 2000, des années ouais, au début des années 2000. J'ai eu la chance d'avoir une carrière longue. Bon, on pourrait y revenir pourquoi elle a pu être longue, mais dans l'esprit, c'est effectivement, j'ai été un petit peu dans les premières années du trail en France. J'ai bénéficié finalement de tout l'engouement qui était, autour de cette, discipline naissante. À côté de ça, j'ai toujours, continué à travailler. J'étais kiné, j'ai eu mon diplôme en pareil à peu près, finalement à peu près, de façon concomitante avec mon début de carrière en trail et du coup, bah, j'ai continué toujours à travailler. Alors des fois, c'était plus facile que et des fois, c'était plus compliqué. Et puis du coup, bah, là, quand j'ai arrêté, j'ai fait à peu près 15 ans effectivement et puis à peu près quand j'ai arrêté, bah, je me suis mis, à 100 dans mon boulot et puis à 100 dans mon boulot avec, mon background de coureur et donc du coup, bah, maintenant je traite beaucoup de coureurs à pied, je soigne les coureurs à pied et puis je suis installé sur Clermont-Ferrand, au plein cœur du Massif Central. Clermont-Ferrand, c'est pas un petit peu le lieu de Bertrand Soulier là? Il me semble que c'est toi qui Tout à t'en fait. occupe là au niveau ostéopathie, A hein, c'est alors d'accord. oui, alors Bertrand, un podcasteur qui est sur Clermont, j'ai eu en analyse de course au cabinet, il était venu me rencontrer, puis finalement ça a un petit peu déclenché chez lui cette volonté de courir plus, en mode un peu plus, minimaliste où on pourra y revenir, mais c'est plus en mode naturel et voilà, bah, maintenant c'est ce qu'on appellerait un peu un converti à la course à pied, et bon, je suis content d'avoir été dans son parcours de coureur. On le salue Bertrand, super podcasteur. Si vous connaissez pas Bertrand, kilomètre 42 sur toutes les plateformes. Thomas, est-ce que on pourrait commencer par le début? Moi, j'aime bien commencer par le début dans mon podcast. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la situation dans laquelle tu as grandi, géographique, familiale, voilà. Qui était Thomas enfant? Bah, qui était Thomas enfant? On va dire j'étais alors moi on est une famille de 2 avec ma sœur. On a grandi en fait à Clermont-Ferrand, un petit peu à côté. Mes 2 parents étaient en fait profs d'EPS. Donc très tôt en fait, on a baigné un petit peu dans ce monde du sport, de l'activité physique, de l'endurance. Mon père a été, a été ensuite, CTR, ce qu'on appelle CTR natation, donc c'est lui qui gère un petit peu toute la partie, hem, natation dans une région. D'accord. Hem et du coup, finalement, en gros, on a baigné très rapidement avec ma sœur dans le monde de la natation, donc j'ai nagé très tôt. J'avais pas une grande appétence, en fait, pour la natation, mais finalement, ça m'a aidé dans mon processus par rapport au fait que parallèlement à ça, bah, j'ai comme tous les gamins, je courais, j'ai fait des courses, le cross du collège, le cross de l'école, ainsi de suite et finalement, là, pour le coup, j'avais plus de prédisposition à courir. Puis finalement, en gros, quand vous nagez pas trop mal et que vous courez pas trop mal, il vous reste plus qu'à acheter un vélo et puis vous pouvez faire du triathlon. Donc du coup, bah, mes parents, qui étaient, tous les 2 profs, ont été quand même super disponibles pour nous emmener, à droite et à gauche pour finalement nous lancer dans une carrière de sport, d'endurance, qui était naissante avec le triathlon et donc du coup, bah, ça a bien marché puisque du coup, très rapidement, j'ai été dans les premières places en tri et puis du coup, j'étais, en équipe de France, cadet, junior, et parallèlement à ça, bah, finalement après je suis rentré en école de kiné où là ça devenait plus compliqué finalement à gérer, toute ce besoin et cette logistique compliquée de triathlon donc du coup, Mhm. bah, après je me suis vraiment mis que à la course à pied. Mais D'accord. effectivement, j'ai baigné dans un monde très, oui, on a très rapidement parlé physiologie, de l'exercice à la maison, heu, au repas, ouais. Et dans un environnement familial, donc tu faisais du sport et du triathlon notamment avec des frères et des sœurs? Alors moi j'ai une sœur, Une sœur? Marion. Mhm. Ouais, Marion qui est aussi sur Clermont-Ferrand, qui a été aussi très forte en triathlon puisqu'elle a été 2 fois présélectionnée olympique. Elle a jamais eu la Ah ouais, chance de d'accord. pouvoir, heu, on va dire transformer l'essai, mais du coup voilà, elle a été championne du monde junior, on a tous les 2 finalement un peu baigné dans ce monde, un peu fédéral, du triathlon. Et moi, en fait, après, j'ai pris une carrière, j'ai pris une direction plus, sport nature, ainsi de suite. Parce que finalement, très tôt, moi, la nature et le sport nature, m'ont attiré. J'avais toujours un petit peu cette envie de m'épanouir dans cet effort
on va dire en montagne, hein. Même si finalement à Clermont-Ferrand, on n'a pas des hautes montagnes, on a loin de là, on n'a pas des on va dire on a du dénivelé parce que on est dans la chaîne des Puys, Mmh. mais on a assez peu de grosses pentes et de grosses cultures, une vraie culture montagne, comme j'ai pu finalement la découvrir au fur et à mesure après de ma carrière trail. Mais je dirais que ce qui m'a attiré finalement dans le sport outdoor, c'est quand même, le fait d'avoir un environnement, propice à ça, à 2 pas de chez soi, ouais. Toujours attiré par le côté nature, donc un environnement très, très sportif avec les 2 parents profs, la petite sœur donc, c'est la petite sœur, c'est ça? Petite sœur ou grande sœur? C'est ça, petite sœur, ouais. Petite sœur, donc aussi dans le triathlon et du coup, une bonne appétence pour les sports outdoor. Mais Thomas, tu étais comment, enfant, plutôt réservé, plutôt expressif? Comment étais-tu au niveau caractère? Ah! Je pense que j'étais quelqu'un qui était plutôt qui pourrait finalement être à l'heure actuelle, être catégorisé hyperactif. Alors, Mmh. je sais c'est marrant parce que je lisais un truc, c'était Heu, hyperactif ou votre enfant est hyperactif ou juste chiant? Bon, je me je me catégorise pas dans la partie chiante, mais je dirais j'étais plutôt dans la catégorie hyperactif et finalement voilà, ça suivait bien à l'école, mais quand même j'avais besoin d'avoir ma dose de sport pour être un peu plus calme, à l'école. Mais voilà, alors réservé, je dirais que finalement quand très tôt tu choisis alors une carrière, je vais pas dire une carrière parce que tu choisis pas une carrière, tu construis Mmh. une carrière, mais tu choisis finalement des sports, d'endurance individuelle. On peut pas voilà, tu pas, tu on va dire, tu pas dans cet esprit un petit peu de sport co où Mmh. finalement donc tu es resté un petit peu de ton côté, puis tu es un peu en marge parce que finalement quand tu es jeune, les enfants, ils sont assez peu finalement attirés par, entre guillemets, «aller borner» quoi. Donc du coup, aller borner, aller nager 5 fois par semaine à la piscine, donc effectivement, j'étais pas forcément, alors je dis pas que j'étais, incompris, mais j'étais au moins dans la partie, «Ouais, lui, c'est un peu bizarre ce qu'il fait» et j'étais pas forcément, genre j'étais pas réservé, mais j'étais pas la personne la plus exubérante de la cour. Et comment tu d'ailleurs, c'est un sujet qui est intéressant ça, quand tu es enfant ou adolescent, c'est vrai qu'effectivement, quand tu le disais, naturellement, un enfant ou un ado n'a pas forcément tendance à borner, comme tu dis, mais toi, ça te venait d'où cette, motivation si jeune à justement rentrer dans les efforts d'endurance? Je pense que c'est un peu on va dire, c'est très contextuel, je pense. Alors après, moi, j'ai toujours eu cette, alors ce qui est marrant, c'est que mes parents étaient pas du tout portés sur, ma mère était plutôt sport co et mon père était un peu il a été surtout dans la natation. Il a fait des sports qui étaient je pense qu'ils étaient à peu près aux antipodes des sports d'endurance et je dirais que finalement, à un moment donné, ça se construit, puis c'est le contexte. C'est-à-dire que moi, je suis dans un club de natation, dans un club de natation où autour, en fait, faut savoir que donc là, on parle des années, 90, c'était après le plein boom du triathlon et finalement, en gros, tu as un peu tu un peu un contexte enfin pas «d'idole» entre guillemets des grands du club qui font, autre chose et puis qui courent et puis qui font du triathlon donc tout ça, en fait, ça m'a amené à construire et puis, en gros, ça correspondait vraiment on va dire à mes épreuves favorites, à savoir, en fait, je courais, j'aimais courir, j'aimais nager et puis finalement donc du coup, en fait, une fois que tu as mis le pied dedans et tu es pris dans un engrenage où globalement, en gros, bah, tu te rends compte que c'est de plus en plus facile de faire davantage d'entraînement, puis tu te rends compte que c'est encore plus facile d'augmenter les distances et puis enfin, en fait, c'est un petit peu un tout, mais je pense qu'à la base, quand même, j'avais quand même eu cette envie parce que les gamins, quand on est gamin, on n'aime pas forcément, l'endurance, plus. Après, je dirais que c'est un peu comme, ce qui m'a aussi finalement poussé dans cette voie-là, c'est qu'à un moment donné, bah, on gagne et puis Mmh. on est un petit peu, mêlé entre ce sentiment de, bah, j'aime l'endurance et en plus je gagne des courses donc effectivement tout ça fait qu'à un moment donné, voilà, moi j'ai été, je me souviens, je dirais que sur la région, jusqu'au bac, je pense que j'ai pas perdu, j'ai dû perdre, ça doit se compter sur les doigts de la main, les crosses que j'ai perdues. Donc c'était un peu un mix entre, j'aime courir, j'aime borner, j'aime nager, j'aime faire du triathlon. Puis en plus, je suis en réussite totale dans mon activité, ça Mmh. m'épanouit, ça me fait découvrir des choses qui finalement j'aurais peut-être pas, entrouvert si j'avais pas fait ce sport-là. Donc je pense que c'est un tout, un contexte et puis, voilà, la réussite.
Après, j'aime bien dire un truc, hein, même si à un moment donné, il est pas nécessaire d'être bon pour entreprendre ni de réussir pour persévérer, mais quand même, quand on est un petit peu bon, ça aide à persévérer. Forcément. Donc des motivations qu'on peut appeler, intrinsèques, hein, comme on le discutait avec Pascal Ouais, Balducci récemment. Des oui, vraies motivations, qui viennent, des profondeurs de ta personnalité. Et d'ailleurs, tu as fait un lapsus, je sais pas si tu as ouais, remarqué, tu as dit: «Et on compte sur les doigts d'une main les crosses que j'ai perdues». Tu as pas dit que j'ai pas gagné. Donc ça veut dire que pour toi, oui. être numéro 2, c'est perdre. Ah oui! Ah bah, numéro 2. Non, par contre, il y a un truc important sur le numéro 2. Pour moi, le numéro 2, c'est le seul où tu es à peu près sûr que c'était lui qui était à fond dans la course. Lui, en général, le numéro 2, tu es à peu près sûr qu'il a été au taquet. Le premier, il a pu gérer. Le deuxième, en général, enfin, si c'est je me projette là-dessus, le deuxième, en général, il est deuxième parce qu'il pouvait vraiment pas être premier. Mais, mais du coup, non, mais effectivement, je pense qu'à un moment donné, la motivation, comme dit, c'est vrai que c'est important cette motivation extrinsèque, intrinsèque. Je pense qu'à un moment donné, tu dures dans une discipline où tu t'inscris, dans la durée quand, réellement ta motivation, elle est, on va dire, elle est bipartie. Mmh. Une motivation que intrinsèque, bon, à un moment donné, je pense que la vie fait que, ben, des fois, c'est plus compliqué que d'autres, enfin, tu as des moments finalement où tu dois choisir, d'être un peu plus présent sur des thématiques, différentes de ta vie et puis, par contre, la motivation extrinsèque de gagner, bah, finalement, ça t'aide à je trouve que, moi, la motivation extrinsèque t'aide finalement à entretenir ta petite flamme de motivation Mmh. intrinsèque. Ouais, il faut un peu les 2, c'est clair. J'aimerais bien revenir, sur la partie plus, formation et côté professionnel. À l'adolescence, bon, on va dire la post-adolescence, tu te rêvais quoi? Tu embrasses quelle carrière et tu choisis quelle formation? J'ai quand même été relativement très vite attiré par la sphère santé et la sphère, on va dire, soins. Hem, Effectivement, à un moment donné, bah, effectivement, j'ai choisi la voie, kiné parce que, ça correspondait le mieux finalement au niveau timing entre le fait que j'étais encore, costaud et puis encore sur les listes de haut niveau en triathlon, ainsi de suite. Donc, ça me permettait finalement de réussir un petit peu à concilier, des études qui à la fin donnaient un job super intéressant et continuer finalement à coïncider une carrière, relativement impactante d'un point de vue, emploi du temps, sportivement parlant. Après, bah, oui, médecine m'aurait finalement assez f vous m'aurez fermé des portes, d'un point de vue sportif, au moins pour les 10 ans qui arrivaient donc voilà, moi j'ai choisi finalement kiné plus par, on va dire un choix enfin, dire, pour éviter d'arrêter, Organisationnel, pour quoi. é ouais, organisationnel et puis surtout pour éviter d'arrêter, dire mon sport et dans lequel je m'épanouissais à cette époque-là, ouais. Mmh. Et donc tu choisis cette formation, relativement tôt, quoi, à la sortie de quoi? À la sortie du lycée, j'imagine que c'était clair dans ta tête déjà, tu voulais être kiné, quoi? Ouais et puis en fait, comme ça, il y a un aspect concours, ça fait compète, donc ça m'allait bien. Tu sais, ça fait un objectif, tu as une compète, faut que tu sois dans les clous. Mais non, au-delà de ça, c'est vrai que, bah, kiné, j'ai choisi kiné, bah, tôt finalement, puis bon, j'ai eu tout à l'âge, donc finalement tu sors ce qui m'intéressait aussi dans ce boulot, c'était d'être relativement tôt sur le marché de l'emploi, Mmh. parce que finalement quand tu as tout à l'âge, à l'époque, tu avais 1 année de prépa en médecine, 3 ans d'école. Quand tu as tout à l'âge, tu sors à 22 ans, à 22 ans, tu gagnes ta vie. Voilà, il y a assez peu finalement de boulot où tu gagnes correctement ta vie, relativement tôt, Mmh. et finalement, bah, c'est un peu ce qui m'a aussi poussé à continuer, là-dedans. Après, c'est vrai que pour la toute ma première partie professionnelle ou ma pro de carrière professionnelle, de kiné, alors je vais pas dire que c'était alimentaire, loin de là, mais c'était plus des je me mettais plus dans un espèce de confort et dans un côté pratique qui me permettait finalement de pouvoir m'organiser, aussi bien niveau timing, d'entraînement, planning d'entraînement et puis au niveau planning de course. Je suis sorti en 2002, puis en fait, je suis sorti en 2002 de kiné et puis, parallèlement à ça, en 2002, je faisais mes premiers templiers. Donc en gros, ben, j'ai un peu construit, mon mon quotidien professionnel de kiné en fonction de mes ambitions sportives. Et tu choisis de te sp alors je ne sais pas si on peut appeler ça une spécialisation parce que c'est un peu, ça a un peu rien à voir, mais tu choisis de passer également le diplôme d'ostéo.
Tu le passes combien de temps après? C'est tout de suite dans la foulée ou non? Alors en fait, le diplôme d'ostéo, je l'ai fait finalement en 2 ans. Ouais. Alors c'était un espèce de long parcours de vie. Puis ce qui est marrant avec ces parcours un petit peu de ces formations continues, «post-grad» entre guillemets, c'est toujours un peu compliqué parce que vous attaquez une formation, avec avec des paramètres de vie qui sont, ben, j'ai pas d'appart, je suis, célibataire et puis j'ai contrainte, ben, jusqu'à puis, bah, 6 ans après, vous vous rendez compte que, bah, pour finir, c'est compliqué parce que vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous avez des traites d'appart à payer, donc c'est toujours un peu compliqué à faire un plan sur la comète. Mais moi, j'ai attaqué tôt ostéo parce que dans ma vision, hem, ce qui est complètement galvaudé maintenant et qui finalement, je dirais que c'est complètement différent, mais j'avais l'impression que ostéo faisait un peu, tu un peu un meilleur kiné. Mmh. Bon, parce que j'avais baigné un petit peu dans un univers, en fait, en sport où, bah, on avait le kiné et puis, en fait, l'ostéo, on avait l'impression qu'avec une, heu, une manip magique, ça allait, remettre, tout ça en ordre et puis finalement tu allais guérir ta tendinopathie que tu traînes depuis 3 mois, et en fait, enfin, quand on regarde un peu la science et puis maintenant avec un plus de recul, je me dis que bon, bah, l'avantage d'ostéo pour moi, pour ma partie, ça a été surtout de m'amener une main, une vision globale, une certaine, aisance dans, l'aspect, thérapie manuelle que je n'avais pas finalement si j'avais pas fait ce cursus-là. Donc moi je l'ai attaqué tôt, finalement je suis en sorti en 2002. Puis en 2003 j'ai attaqué à Lyon, à Mmh. l'ATSA, heu, dans une école qui me convenait. Alors elle me c'est pas qu'elle me convenait pas, mais c'était un peu trop, entre guillemets «ésotérique». J'ai une conception de l'ostéo qui est relativement pragmatique et assez, on va dire, portée sur la science, Ouais, sur les bases scientifiques, j'allais dire, ouais. sur des bases scientifiques et finalement, j'ai toujours eu du mal à mettre des mains sur un crâne et à faire, Mmh. à confiance à des choses que je sens pas. Mmh. Donc c'est toujours un peu cet aspect qui m'a un petit peu gêné, à Lyon, qui était très, très, très orienté, ostéo pur et dur, voire, vous serez un ostéo quand vous aurez, renié votre casquette de kiné. Ça, j'ai toujours un petit peu coincé avec ça. Mmh. Alors en fait, voilà, donc j'ai commencé, j'ai fait 3 ans là-bas. Donc on est en 2006. Puis en 2006, je suis aussi dans le team Salomon, je viens d'abandonner les Templiers parce que je me suis fait une cheville, mais bon, je sens bien que globalement, si tout s'était bien passé, a priori, il y aurait eu peu de chances que je transforme pas l'essai à en 2006. Et donc du coup, bah, je me dis: «Bah, je vais mettre un petit peu cette formation qui a été relativement prenante», parce que c'était 4 jours par semaine, ça tous les mois, ça sur 10 mois. Donc c'était assez impactant, d'un point de vue organisation. Et puis c'était impactant parce que finalement, en gros, tu as l'impression que ça tombe jamais bien, ah bah, ça te fait rater un stage, ça te fait rater une compète, ainsi de suite. Donc j'ai dit: «Bon, bah, là, on va éviter de passer à côté de la carrière, trail». Donc du coup, j'ai mis en sommeil le truc et puis en fait, après j'ai rattaqué, j'ai arrêté en fait en 2006, 2007, 2008 et puis en 2008, en fait, j'ai rattaqué, ostéo dans une autre école qui s'était construite à Vichy. Donc ça m'a arrangé parce que à cette époque-là, en 2009, j'avais aussi, je venais d'être papa. Donc ça m'arrangeait fortement de ne pas avoir besoin d'aller à Lyon Mmh. et du coup, bah, j'ai continué finalement, l'école de kiné à Vi enfin, le que pardon, D'ostéo, l'école ouais. d'ostéo à Mmh. Vichy et là, j'ai refait 4 ans, 4 ans donc j'ai suis sorti d'ostéo. Au bout du bout, du bout, du bout, du bout, bah, j'y suis sorti en 2011. D'accord. Ouais 2011. En 2011, j'ai attaqué 7-8, 10, 11, ouais, c'est ça, 2011. OK, très bien. 2008 ou 2009, ouais, c'est ça. Et c'est pour toi, c'est Et quoi la principale différence entre les 2, entre kiné et ostéo, de ton point de vue? je dirais que le kiné s'adresse à des structures qui sont, abîmées, alors que l'ostéo s'adresse à des structures qui sont dérangées dans D'accord. l'esprit. On va dire que l'ostéo, il va te permettre de ranger un petit peu des structures saines pour les amener à une optimisation du fonctionnement. Mmh. Le kiné, il va réfléchir à comment on peut réparer de façon optimale les structures abîmées. Si D'accord. je pourrais résumer les choses comme ça. Ouais, très bien. Mmh. On sort de de ce cloisonnement qui voudrait que l'ostéo, lui, ait une vision globaliste et très, très, générale du corps humain, alors que le kiné serait pas capable
de s'écarter d'un genou, quand il y a écrit, genou sur l'ordonnance et qu'il y a marqué la personne a une tendinopathie de genou. Le kiné, il a la capacité à analyser un geste. Alors, après je vais m'écarter un petit peu de cette formation aussi de kiné qui voudrait que finalement, on soit spécialisé, heu, en tout et susceptible d'être, compétent et efficace dans tout. Un kiné, il est bon quand il fait souvent les choses, comme un ostéo est bon quand il fait souvent les choses. Un kiné, il est bon, bah, j'ai du mal à me dire qu'on peut être expert en course à pied, expert, en tennis, expert en kiné respiratoire, expert en voilà, je pense qu'à un moment donné, ce qui va sauver la kiné dans les années qui arrivent, c'est de créer une spécialisation et une revalorisation de l'acte dans le cadre d'une spécialisation, et qui permettrait finalement d'être hyper efficace parce que, bah, quand tu es hyper spécialisé, bah, tu as beaucoup plus de personnes qui viennent dans ce cadre-là, donc du coup ça permet de t'équiper de façon encore plus efficace et Mmh. ainsi de suite. Ça, c'est un peu ce qui a pour moi qui a un petit peu coulé la enfin qui a coulé, c'est pas qui a coulé, mais qui a fait du tort à la kiné en mode, bah, ouais, je vais chez mon kiné, il me met sur mon vélo, il met de la lampe et des électrodes. Mmh. Ouais, ça a tué la kiné, parce que finalement, on s'est rendu compte du côté complètement, non essentiel de cette branche-là, mais finalement, elle est essentielle dans sa partie à pouvoir expertiser et pouvoir être hyper pointu dans un domaine particulier. Très bien, bah, oui, effectivement, c'est clair. Tu t'es spécialisé, au fur et à mesure des années après ça, notamment dans le traitement et les pathologies des blessures, notamment de Ouais. la course à pied, pardon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes formations que tu as suivies en complément de ta formation de kiné et d'ostéo initiale? Alors en fait, ouais, j'ai fait des for bah, alors du coup ostéo, pendant que je faisais ostéo, j'ai pas fait grand-chose parce que c'était déjà bien impactant. Ouais. Donc après, bah, après ostéo, j'ai enchaîné avec ah si, avant ostéo, j'ai fait une certification de kiné du sport. Alors ce qui est marrant avec kiné du sport, c'est que finalement, on se rend compte que on veut être, quand on est jeune, qu'on est dans le sport, qu'on a choisi kiné pour être dans le sport, ben, effectivement, on a l'impression que c'est la voie royale de faire kiné du sport. Mmh. Finalement, parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'on va être kiné du sport, on va avoir plein de sportifs au cabinet. Mais en fait, on vaut mieux aller voir un kiné qui fait du sport qu'un kiné du sport qui fait pas de sport. Hem C'est sûr, c'est sûr. Donc du coup, bah, j'ai fait ça, bon, parce que, bah, ça me validait un truc, un peu au moins, d'un point de vue, intellect. Mmh. Après j'ai fait, bah, des trucs de style, des trucs de taping parce que c'était bien à la mode, j'ai fait un peu deux trois trucs à droite à gauche et après les formations qui ont vraiment compté, bah, j'ai fait une formation, en isocinétisme parce que j'avais après, comme projet d'investir dans une machine d'isocinétisme. Alors Alors tu peux l'isocinétisme, ouais, c'est voilà, la j'allais ouais, dire. c'est ce que j'allais dire. C'est pas l'isocinétisme, en fait, c'est une grosse machine qui permet d'évaluer de façon très objective, les forces la force musculaire, les ratios entre les quadriceps ischio-jambiers, ainsi de suite. Mais globalement, c'est une machine qui vaut à peu près, allez 50 000 € et qui permet d'évaluer, de façon très fine et très intéressante, une articulation et un groupe musculaire. D'accord. Donc j'avais fait ça, j'ai fait aussi, bah, donc et puis après j'ai fait une formation qui m'a effectivement, un petit peu, aidé dans plein de paramètres, heu, mais pas que finalement dans la partie, connaissance. J'ai fait la formation avec Blaise, en fait, Blaise Dubois, j'ai fait la CNIL du coureur, Mmh. qui m'a, orienté dans ma façon en fait, qui m'a conforté dans ma façon de voir, la façon de traiter les coureurs et c'était la première fois que je faisais une formation où globalement j'étais en phase avec, ce que je pourrais éventuellement proposer à mes coureurs blessés et finalement ce que je faisais moi quand j'étais Mmh. blessé. C'était la première fois où je me disais: «Ouais, en fait, Ça ce que colle. j'apprends à l'école, bah, là, ce que j'apprends à l'école, pour le coup, ça collait pas du tout avec ce que Mmh. moi je faisais, dans ma vraie vie quand j'étais une entorse de cheville, une tendinopathie». Là, c'était la première fois qu'on m'expliquait avec des bases scientifiques, des références, scientifiques, heu, ça me c'était la première fois qu'on me disait: «Bah, ouais, en fait, ça marche comme ça et tu fais aussi des choses qui marchent parce que finalement la science, elle valide un petit peu ce que toi tu avais senti». Mmh. Non pas que j'ai l'impression d'être visionnaire qu'au total sur la pratique, mais au moins, je me disais en optimisation, Oui, mais c'est du concret, quoi. tiens, Tu as du c'est concret. du concret et puis à un moment quand tu es un sportif, tu lui dis: «Bah, va falloir que tu te reposes 3 semaines», va falloir que tu lui expliques enfin moi, il fallait qu'on m'explique tout du moins Bien sûr. pour quelle était la plus-value d'arrêter de courir pendant 3 semaines par rapport à, bah, dès que tu vas pouvoir, tu essaies de recourir un tout petit peu et puis on va Mmh. augmenter la dose progressivement.
Parce qu'en fait, finalement, c'est un peu ça l'idée. Mmh. Hem, mais voilà, donc j'ai vu Blaise, mais en fait Blaise, j'ai fait comment? J'ai fait sa formation parce que en fait, sur un salon de l'UTMB, bah, lui, il était venu, voir, finalement la course et puis, on avait parlé un petit peu. Moi, j'étais sur le stand Altra et à l'époque, j'étais sponsor, par Altra et puis finalement Blaise est arrivé, on a matché. Voilà, moi j'aime bien la Magagne, c'est pas la Magagne, c'est tu sais, tu vois ce que si dans le sud vous Non. connaissez un peu La la Magagne. Magagne, non, je connais La pas. Magagne la Magagne, c'est tu sais, tu bien chambrer quoi. Ah oui. Ah, je savais La pas que ça s'appelait Magagne, comme c'est ça. On chambre bien, ouais, c'est vrai. ah bah, en vrai, en fait, ils s'appellent comme ça en Corse. En Corse, ça s'appelle la Magagne. Après je sais ouais, après je sais pas et alors du coup, j'aime bien chambrer, lui il aime bien chambrer aussi, puis en fait, on s'est un peu, chambré, et puis le courant est bien passé et puis il me dit: «Mais de toute façon, si tu veux être bon, si tu es kiné et que tu fais de la course à pied et que tu veux traiter des coureurs, il faut que tu fasses faire viennes faire la formation numéro 1 dans le monde». Je lui dis: «Bah bon, c'est laquelle?» Bah, ils me disent: «Bah, c'est la mienne». C'est la mienne. Beh, évidemment. Donc du coup bah, j'ai dit: «Bon, bah, écoute, ouais, on verra l'année prochaine si j'ai un peu de temps, je viendrai». Et puis finalement, bon, du La coup, bah, formation de Blaise, elle est au Canada, c'est ça, hein? Elle est à alors non, Québec? non, voilà, Non? non, 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 parce que c'est un businessman quand même, à la base, Blaise. Il a bien compris que globalement, la plus-value de sa formation, elle était en lien avec le fait que les Français sont très, très mauvais dans la vulgarisation scientifique, dans l'analyse scientifique. Mais lui, il avait une énorme force, c'est qu'il parlait français et qu'il avait finalement un petit train d'avance parce qu'il était sous influence anglo-saxonne avec, toute vulgarisation de la littérature scientifique et les recommandations cliniques en lien avec tout ça. Donc, il avait bien compris que sa force était de parler français et que la cash machine, elle était en lien avec le fait de proposer des formations en France. Mmh. Et donc du coup, bah, j'ai fait la formation alors D'accord. À Millau et bah, en fait, ça a bien matché parce qu'effectivement, je percutais bien le truc. Ça répondait, comme je te l'ai dit, à bien mes attentes de thérapeute et qu'au final, du coup, je me suis dit: «Bon, ben, je vais quand même poursuivre» parce que finalement, il avait bien monté le système pour qu'en fait, on t'en donne, mais pas tout et finalement, bah, si tu veux en savoir plus, il faudra que tu viennes faire la formation, 1.1, 1.2, ainsi de suite. Donc finalement, tu sens le truc, puis tu sais, c'est un peu comme le truc où en mode, «Ah ouais, mais bon, ah ouais, mais j'ai pas encore cette étoile, j'ai pas encore la ceinture, machin». Donc si tu veux un C'est petit le peu, syndrome Vignette Panini. oui, bah, exactement, on est complètement là. Mais finalement, c'est assez intéressant parce que ça structure bien ton programme pédagogique finalement, donc c'est assez in c'est quand même assez intéressant dans le cursus. Et puis donc du coup, puis à un moment donné, bah, il m'a dit: «Bah, écoute, on cherche des enseignants, en plus, si ça te dit, bah, tu percutes bien, tu une facilité, à parler, finalement devant quelqu'un, devant des gens. Ton background, est super intéressant par rapport à ton historique de trail, de course à pied, ainsi de suite. Donc, si ça te dit, ben, tu viens faire la formation 2.0 au Québec, on en rediscute bien propre et puis on voit ce qu'on peut faire». Et puis donc à Québec, je suis allé, donc c'est une formation, on est sur une semaine. On parle course à pied, et c'est là où je dirais que ça a été le deuxième volet de ce que m'a pu m'apporter Blaise Dubois, que je remercierai si jamais assez. Mais finalement dans ce cursus-là, en fait, il m'a montré que c'était pas sale de finalement de pouvoir gagner de l'argent, à soigner les gens. Mmh. Et qu'à un moment donné, ben, si tu es bon et ben, si tu t'es formé si tu as une certaine légitimité, une certaine expertise et que tu es pointu dans un domaine et ben, c'est normal finalement de faire payer finalement cette expertise. Bien sûr. Et bah, au Canada, en gros, ils ont pas de tabou avec l'argent et ils ont cette capacité à pouvoir justement, dire: «Bah, non, mais bah, effectivement, c'est cher, mais c'est cher parce que ce Et que parce je qu'il y te a une propose, plus-value et c'est parce le qu'il y a meilleur». mmh, Et mmh. voilà, il y a une plus-value, il y a un savoir-faire. Ouais, ce que je dirais, c'est que, hem, on gagne toujours du temps à aller voir quelqu'un qui sait plutôt que 100 qui cherchent. Et Ça, c'est clair. ben, ça, ce temps gagné, à un moment donné, bah, ça se monnaie et ça se paye parce que à son juste prix. Hem, bah, enfin, bah, ton épouse va être dans la même stratégie. À un moment donné, ben, ouais, c'est pas normal que, bah, à un moment donné, le fonctionnement de la santé en France soit sous-payé sous prétexte que finalement il est conventionné. Je pense qu'il faut garder ce conventionnement pour les Mmh. soins de première nécessité. Mais alors après là, je vais peut-être choquer des gens, mais à un moment donné, enfin, si tu fais de la course à pied et que tu te blesses tous les 3 mois, c'est ton hobby. La sécurité sociale a pas besoin de sponsoriser ton hobby. C'est pas Donc faux. et à un moment donné, faut que tu prennes conscience que, ben,
soit tu écoutes vraiment ce qu'on te dit, soit tu fais confiance à on va dire à des conseils par rapport en lien avec une probabilité de chance de réussite de ton de ta enfin de la Mmh. guérison de ta pathologie. Mais si tu souhaites faire autrement, non, c'est pas normal que, la sécu te paye un IRM, que la sécu te paye un écho, qu'une échographie, que ce machin, enfin, à un moment donné, faut être voilà, tu souhaites avoir une expertise, avoir le meilleur diagnostic possible ou le meilleur traitement possible dans un domaine particulier, bah, ouais, c'est un peu plus cher que si tu vas avoir entre guillemets «du tout venant». C'est sûr. C'est sûr. Ah, c'est un vaste sujet, hein. Ah mais oui, mais ça je pourrais ça serait sans fin, ça serait sans fin. Mais du coup, voilà, pour en revenir à nos moutons. L'idée, c'est qu'effectivement, en revenant du Canada, ben, donc Blaise me dit: «Ben, OK, tu intègres la team, speaker, et enseignant de la clinique du coureur». Et du coup, bah, voilà, donc j'ai fait, j'ai un peu j'ai je suis allé un petit peu dans toute la France avec les enseignants. Donc il y a un cursus assez simple. En fait, on est enseignant, enfin on est assistant, après on est plus ou moins enseignant binôme, et puis après on devient, finalement, enseignant titulaire. Mmh. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré ce moment, finalement, ces 2 3 ans où finalement j'étais un petit peu à droite à gauche à à promulguer la bonne parole, en lien avec, les bonnes pratiques pour soigner les coureurs. Puis en fait après, parallèlement à ça, bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais finalement après il y a tout un aspect d'une stratégie, et puis tout à fait, acceptable, hein, que Blaise a mis en place pour protéger finalement ses droits de propriété intellectuelle. Mais via ça, en fait, finalement, on a une certaine, heu barrière finalement dans l'entrepreneuriat, en tant que speaker de la clinique du coureur, puisque tout ce qu'on va finalement, amorcer en tant que structure, construction, en lien avec de la course à pied, avec du traitement de coureur, en fait, finalement, c'est très impacté, et finalement ça a très impacté, c'est incompatible finalement, on est à être et speaker de la clinique du coureur, et on va Mmh. dire jouer ta carte perso d'entrepreneuriat. Donc on s'est expliqué avec Blaise, et puis finalement donc du coup, en voulant moi développer des choses à Ouais, côté, j'ai pas pu, tu pouvais pas faire les 2 quoi, en je fait. pou voilà, voilà, parce qu'il y a ce qu'on appellerait Mmh. un biais de conflit Bien d'intérêts, sûr. un biais de propriété intellectuelle, et ainsi de Mmh. suite, qui faisait que finalement je pouvais pas être compatible dans les 2. Donc je suis toujours un petit peu dans le giron de la clinique du coureur, mais plus vraiment avec la casquette speaker. D'accord. On J'aimerais bien parler un petit peu de Blaise Dubois là, qui est le Ouais. fondateur de la clinique du coureur. D'ailleurs, on l'a entendu, récemment dans un épisode de Nakan avec, Greg et Hermano. Si vous voulez écouter Blaise Dubois, allez, Mmh. courez vite, écouter cet Excellent épisode, d'ailleurs, il est ouais. génial. Blaise, et en plus, Oui. il a une approche très particulière, hein, notamment de la prévention des blessures parce qu'il il a quand même, on l'entend bien dans cet épisode, il remet quand même en cause beaucoup d'idées reçues, et notamment qui sont divulguées par les marques un peu Mmh. pour vendre un peu leur matériel, notamment leurs Oui. chaussures, et où il dit qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui lie la prévention des blessures avec les technologies qui sont développées, notamment dans les chaussures de trail. Heu, Quel est ton avis à ce sujet? Mmh. Beh, en fait, le truc, c'est que, au-delà de l'aspect, c'est la vie de Blaise, faut savoir que la structure de la clinique du coureur a la force finalement d'avoir, alors, un avis, ce serait l'avis de la clinique du coureur, mais cet avis, il est teinté de conclusions, d'études scientifiques. C'est-à-dire que ces recommandations qui sont faites, globalement ces avis, ces prises de position, elles sont fortement en lien avec le fait que, ça il y a un consensus d'experts scientifiques sur le sujet. Mmh. Hem, Quand il dit, alors, Blaise, il est suffisamment aussi malin pour mettre des punchlines qui feraient en sorte que tu as envie d'en savoir plus. Et des fois, la science, elle est jamais tout blanc ou tout noir, et elle est teintée, finalement, c'est une grande nuance de gris, qui ferait que finalement, à un moment donné, faut se méfier toujours des conclusions, trop tranchées et trop hâtives. Plus c'est tranché, plus il y a de chances qu'il y ait un loup, soit dans la méthodo, soit dans Mmh. l'interprétation des résultats qu'on peut en faire. Pour autant, quand il dit que finalement les marques ont amené, je dirais qu'à un moment donné, les marques, elles ont amené de la technologie, non pas pour blesser les gens, parce que finalement après le raccourci il est là. C'est ça, Dire: ouais. «Non, Mmh. moi j'ai pas je me blesse parce que j'ai pas la bonne chaussure». Faut pas dire, moi ce que je dis à mes patients, je dis: «Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un qui court souvent, en l'occurrence si moi je recours souvent avec vos chaussures, est-ce que vous pensez que je vais me blesser?» Faut pas dire que les marques, elles ont inventé les chaussures pour blesser les gens.
Après, elles ont inventé les chaussures, enfin, elles ont inventé des technologies dans les chaussures, plus pour légitimer le fait qu'on va pouvoir vendre la chaussure plus cher, légitimer un espèce de recherche et développement. Mais là où il y a eu une erreur, c'est sur «l'interprétation», entre guillemets, l'interprétation, biaisée d'une cause de blessure. C'est-à-dire que non, bah, c'est pas grave de sentir le sol quand on court, parce que ça va développer en soi des capacités de modérer l'impact du pied au sol. Mmh. Et en fait, bah, le confort, le soutien, ainsi de suite, font qu'à un moment donné, vous avez plus d'effets pervers liés aux effets secondaires, du fait que vous soutenez un arche, du fait que vous mettez de l'amorti, plus que finalement, le problème qui était initial. Donc, je dirais que pour ce qu'il faut se dire, c'est que Blaise, quand il dit qu'effectivement, il y a pas de alors oui, c'est vrai, malgré tout, il y a des raccourcis un petit peu rapides parce que finalement, est-ce qu'un débutant, il va plus ri un débutant qui apprend à courir avec des chaussures minimalistes et un débutant qui apprend à courir avec des grosses chaussures, heu, le truc, c'est que finalement, les grosses chaussures vont effectivement induire une une perte de modération d'impact au sol, mais encore une fois, il y a des gens qui courent très bien avec des grosses chaussures qui ne seront pas blessés. Mmh. Donc, faut toujours se méfier un petit peu de ça, mais effectivement, toutes les recommandations de la clinique du coureur pour éviter les risques de blessures, voilà. On se blesse pourquoi? Simplement parce que votre capacité du moment à encaisser de la contrainte mécanique, elle est dépassée par la contrainte mécanique que vous essayez de mettre. Mmh. Vous avez une capacité de 150 et vous essayez d'en faire rentrer 200, et bah, il y a 50, soit ça va être un peu bien géré, au mieux, vous allez avoir des courbatures. Au mieux, vous allez avoir une petite inflammation du tendon qui correspond finalement à une courbature du tendon. Mais, bah, au pire, vous allez, et là, vous le pire, c'est plutôt le mauvais management de cette petite, irritation que réellement l'irritation. D'accord. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc en fait, en gros, tu disais, je crois sur un épisode avec François, de la Planète Trail que c'est 80 je crois des causes de blessures sont liées à des causes notamment de surentraînement et cetera, quoi. Bah, oui, en fait, en gros, c'est 80 des blessures. Alors, en gros, hein, là, les chiffres, ils sont un peu mouvants, hein, Mmh. mais effectivement, que dans 8 cas sur 10, heu, la blessure du coureur, elle intervient parce qu'il y a une erreur d'entraînement. Mmh. Une erreur, en fait, finalement, d'entraînement, de dosage. La course à pied, c'est pas un poison, ça va être la dose qu'on en fait qui Bien va sûr. peut devenir un poison et tout le monde n'est pas, capable d'encaisser la même dose. Et bah, soit si je le corps, si vous le reposez trop, il va se désadapter. Mmh. Si vous changez drastiquement d'une votre pratique, si vous augmentez votre volume de course, vous augmentez votre intensité, vous augmentez votre dénivelé et pire si vous faites, les 3 en même temps, bah, oui, vous allez vous blesser. Au pire, vous êtes très adaptable et bah, ça peut passer sur une période donnée, bah, sinon, bah, vous vous blessez, voilà. Après, je dis un truc que j'aime bien, ce que dit Blaise, justement dans le podcast, il dit: «C'est pas compliqué chez les coureurs, on a 2 types de coureurs, il y a les coureurs blessés et ceux qui le sont pas encore». C'est clair. Bon, c'est pas très optimiste comme vision, mais Non, mais c'est assez pragmatique parce que finalement, quand on regarde la littérature et les statistiques en lien avec les blessures, en général, tous les ans, il y a un coureur un coureur sur 2 qui va se blesser et ça, peu importe le niveau. justement, par rapport à cet aspect-là de blessure et le recul, que tu as, de ton activité professionnelle et personnelle aussi, alors ça va être un petit peu compliqué comme question, mais quel, conseil, on va dire de manière générale, tu peux donner à un trailer pour justement, prévenir des blessures? Je sais que la question est un peu large et Son conse c'est vache, je suis désolé. Oui, oui, bah, c'est large, hein, puis c'est très c'est très, très, on va dire, c'est multifactoriel. Mais je veux dire, le conseil numéro un, je dirais que c'est prendre du temps. Alors et je dirais que ce qui n'a pas été fait avant, va prendre beaucoup plus de temps à être fait après. J'entends par là que finalement, quand vous avez, pas fait de sport pendant 20 ans et que vous décidez, parce que vous avez vu un reportage à la télé, de vous mettre au trail et puis que ça y est, vous avez compris que c'est votre épanouissement personnel passera par, les grands espaces et puis, obligatoirement faire l'UTMB, bah, ce que vous n'avez pas fait pendant 20 ans, vous n'allez pas réussir à le faire en 2 ans. Mmh. Donc, le corps, il va s'adapter au fur et à mesure des contraintes qu'on va lui imposer ou tout du moins lui amener. Donc le meilleur des conseils, je dirais que c'est prendre son temps à aguerrir ses structures et prendre son temps à aguerrir ses structures, ça passe par, une régularité de pratique et une fréquence de pratique.
Plus vous êtes régulier et fréquent, moins vous avez de chances finalement de vous blesser et plus vous avez de chances de, on va dire de vous épanouir, dans votre pratique. Deuxième chose que je dirais que c'est comme tout, ce que je dis à mes patients, à un moment donné, si je joue au tennis une fois par week-end et que, bah, le samedi avec mon pote, à chaque fois il met ma misère sur 5 en 5-7, mais que je sais pas jouer et que le dimanche je peux pas lever le bras, le problème il vient pas de la raquette. Il vient pas C'est de pas faux. la, «Ouais mais bon, là on joue sur terre battue et puis voilà finalement c'est peut-être la terre battue qui me convient pas». Non, c'est que je sais pas jouer au tennis, je fais n'importe quoi, mon épaule elle est pas adaptée à ma pratique. Ben, je dirais qu'apprendre à courir, apprendre un geste qui va vous permettre de pouvoir mieux absorber la dose, bah, c'est ça la stratégie et c'est ça où ça va matcher le mieux. Donc je dirais qu'apprendre, heu, apprendre son geste et bien doser son geste, c'est-à-dire c'est les deux problématiques. Enfin les 2 meilleurs conseils et j'amènerai un troisième conseil un peu plus, d'ordre, philosophique, ou tout du moins, un peu plus, culture. Je trouve que c'est hyper important quand on attaque une discipline de se pencher un petit peu sur la culture de la discipline. Mmh. C'est-à-dire que si je prends mon cas personnel, hem, bah, moi, en gros, je me suis mis aux Templiers parce que ça revêtait à cette époque-là, heu, la culture de ma discipline. C'était cette course qui représentait pour moi, hem, le trail et ben, en fait, plus je me Bah, suis historiquement, c'est le cas intéressé d'ailleurs, hein. au et historiquement, c'est le cas d'ailleurs, On mais salue qu'en Gilles, fait, hein. quand on salue Gilles, salut d'ailleurs, oui, Gilles et Odile, parce que finalement, Oui, et on Odile on aussi, parle pardon. assez peu d'Odile. C'est vrai. Et alors du coup, pour la culture, je dirais que c'est hyper important de s'imprégner de la culture de la discipline et de la culture de qui a fait, pourquoi on en est là à ce moment-là, pourquoi finalement j'ai voulu faire cette course et en fait, ce fait de se poser ces questions, de faire un petit peu cette introspection de pourquoi j'en suis là, pourquoi je suis sur cette ligne de départ, en fait, ça va vous aider à répondre à plein de questions et ouais, mais en fait, c'est vrai que je m'entraîne, mais en gros, j'aime pas ça, en fait. J'aime Mmh. pas ça, ce que je fais à l'entraînement. Heu, oui, bah, moi, on me dit qu'il faut courir et puis, en fait, j'arrête pas de faire que du renfort, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est courir. En fait, faut se poser dans pourquoi je suis sur cette ligne de départ et pourquoi je me suis inscrit à cette course. Moi, j'ai fait la western pour une raison unique, c'est que j'avais envie de boucler la boucle. Les Templiers ont été créés parce que Gilles a connu, Mmh. a fait un voyage aux États-Unis. Il s'est imprégné de cette culture US du trail et a dit: «Bah, moi, je veux ramener ça en France». Il en parle d'ailleurs J'ai dans fait la l'épisode que j'ai fait avec lui, Gilles. Voilà, bon, bah, j'ai Mmh. pas eu l'occasion de l'écouter, mais finalement, voilà, j'ai fait la we j'ai je suis allé voir la western. Putain, c'est juste génial. Faut faire la même chose en France. Bing, je crée les Templiers. Mmh mh. Bah, moi, en gros, j'ai fait le processus inverse. J'ai fait les Templiers. Bah, j'ai dit: «Ben, voilà, c'est hors de question que dans ma culture et dans mon cheminement finalement personnel, qui m'a amené à la discipline, je puisse pas un jour faire les westerns parce que c'est finalement ce qui m'a un petit peu amené Mmh. à faire ces 15 ans de pratique. Donc voilà, je dirais que si je dois résumer mon conseil aux trailers qui se mettent enfin aux gens qui souhaitent se mettre au trail et puis finalement à s'épanouir et à s'aguerrir dans le trail, je dirais: on dose bien, on apprend le geste et on sait pourquoi on essaye de comprendre pourquoi on Un est sur la sens ligne de profond. départ. Donner un Un sens sens profond, profond à merci. sa pratique. Exactement, exactement. Heu, voilà, c'est absolument, indispensable. Ça m'a fait rire tout à l'heure, tu as parlé de tennis parce que moi, quand j'avais, 14-15 ans, je me suis mis au tennis et comme un bourrin, donc j'étais pas très, très mauvais, tu vois? Mais comme un bourrin, je Ouais. faisais pas de tennis et puis j'ai progressé, 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 puis au bout de 2-3 mois, ben tennis elbow, quoi. Tu vois? C'est tennis Voilà elbow, c'est la et tendinite après de on se dit: «Putain, l'avant-bras. c'est la raquette, elle doit pas ma» et voilà, elle doit pas mal c'était et donc et en fait, ce qui est fou, c'est qu'en tennis, on incrimine pas la raquette. Alors si au début, on va vous faire croire que globalement, ça vient du la tension du cornage ou des conneries comme ça, mais finalement, on dit: «Non, mais en fait, c'est un peu normal». C'est quand on passe de rien à tout et globalement, ç ça passe rarement sans encombre. Je pense que le problème, c'est on ne prend pas assez conscience de, la complexité qu'est le geste de la course à pied. Parce qu'en fait, c'est naturel et Exactement. on se rend pas Mmh. compte que, Mmh. lui imposer trop de contraintes, c'est terrible pour le corps humain, quoi. Oui et puis en fait, à un moment donné, c'est que le corps, il est pas préparé à ça. C'est-à-dire que la course à pied, je dirais que les gens, en fait, après, il faut pas non plus faire ce qu'on appellerait un biais de sélection. Moi, au cabinet, tous ceux qui viennent,
qui sont blessés, bah, finalement, il y aurait une adaptation corrective à leur amener sur leur Mmh. foulée. Il faut savoir si c'est une corrélation, une causalité. C'est-à-dire, est-ce que finalement cette particularité cinématique, est-ce que c'est celle-ci qui va causer, la pathologie, qui a déclenché la consultation? Bah, parce que des gens qui courent pareil et qui sont pas blessés, beh, il y en a plein. Moi, je Mmh. dis: «Mais vous avez votre jumeau dans la rue qui est en train de courir». On peut pas dire que bon, par contre, l'intervention technique, la correction du geste va amener un processus hyper efficace pour diminuer les contraintes, bah et amener, le coureur vers l'exercice le plus intéressant pour le coureur à pied, c'est de courir suffisamment souvent pour pouvoir y retourner le lendemain, avec la même dose. Mmh. Vaste sujet là aussi, mais Oui, j'aurais une dernière question, de sur l'aspect pro à te poser. Qu'est-ce qui te satisfait le oui. plus dans ton activité professionnelle aujourd'hui? Hem, je dirais ce qui me satisfait le plus, c'est alors j'ai eu une période où je me suis beaucoup, beaucoup remis en question par rapport à, en fait, à cette capacité à essayer de vendre de la glace aux esquimaux, quoi. Et et du coup, là, en fait, ce qui me satisfait le plus, c'est que je m'épanouis et je suis toujours content d'aller au boulot parce que j'ai l'impression que je vais apporter quelque chose aux gens. Heu, soit, finalement, dans un je veux dire, soit finalement dans un processus de soins, un protocole de soins, une orientation, une certaine vision des choses, qui va finalement, peut-être changer la vision des gens sur, soit sur leur pathologie, soit sur, leur façon de voir le la discipline. Donc ce qui me satisfait, c'est juste au moins d'essayer d'être une, allez, essayer, hein. C'est pas j'ai pas dit réussir tout le temps, mais au moins être une pierre marquante, dans le processus, dans leur chemin de coureur à pied. Mmh. Je me suis blessé, ah bah, j'ai vu leur Blanchet, ah ouais putain heureusement putain il m'a bien orienté le truc, puis ça faisait 10 ans que je faisais de la merde, et là il me dit: «Bah non mais en fait en fait c'est cette capacité à pouvoir être à un moment donné un changement de direction, un carrefour intéressant». Voilà, moi c'est ça qui va me satisfaire quand je réussis finalement à être ce carrefour dans le parcours de soins du coureur, et ben, ça me satisfait. Mmh. Clair. OK, merci pour la partie, pro. On va passer un petit peu à la partie sport, un trail, puisque c'est un podcast de trail, donc on va un petit peu en parler quand même. Exact, bah, oui. Est-ce que tu te rappelles de ta première, de ton premier moment de trail running, Thomas? Ah oui, oui, bah, Précisément. c'était en 2001. Ah précisément, ça doit être en septembre 2001. J'ai pas la C'était un vendredi la soir. j'ai pas la c'était un alors non, à cette époque-là, c'était un samedi matin. Ah, samedi matin, tu vois, C'était un j'étais samedi matin, eh oui. C'était, et donc c'était ce qu'on appelait la course, c'était la Sancy Puy de Dôme. Donc nous, faut savoir que globalement, on a dans Clermont-Ferrand, on a 2 grands massifs. On a le massif du Sancy, mmh. que les gens doivent connaître avec le trail du Sancy, qui ressemble plus un peu à alors Massif Central. Je vais pas brouiller les Cantalous, je vais dire dans le Massif Central du Puy-de-Dôme, du département du Puy-de-Dôme, parce que le Cantal est ô combien méritant et ô combien intéressant pour courir en montagne. Je dirais que dans le Puy-de-Dôme, on a 2 gros massifs, le massif du Sancy et le massif entre guillemets de la chaîne des Puys. Et ben, c'était assez collé pour qu'à un moment donné, il y a un fou qui dise: «Bah, non, mais on va quand même faire une course qui relie les 2 points». Hem, donc effectivement, bah, il y a cette course-là, elle est née finalement d'un d'un médecin qui pour sa préparation pour le ski de fond en été, finalement avait dit: «Bah, on va courir, on va borner les gens, ça va de toute façon, si ça nous sert à rien, bah, ça nous fera au moins voir du paysage et puis je pense que ça va nous aider pour notre préparation au ski de fond». Et donc du coup, il partait du sommet du Sancy pour rejoindre, le sommet du Puy-de-Dôme. D'où le nom Sancy Puy-de-Dôme. Et dans cette Sancy Puy-de-Dôme, bah, à un moment donné, ben, c'était compliqué parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc le départ au sommet du Sancy, c'était un peu compliqué. Puis finalement, en gros, il a eu pas mal de trucs. Et en fait, elle s'est toujours appelée Sancy Puy-de-Dôme alors que, sur les dernières années, elle partait du Puy-de-Dôme, du bas du Puy-de-Dôme. Et en fait, quand on était à Clermont, moi j'ai toujours quand on est à Clermont, faut savoir que Clermont, c'est dans une espèce de cuvette. Mmh. Et n'importe où de vous vous situez dans cette cuvette-là, vous voyez le Puy-de-Dôme. Donc en gros, à un moment donné, moi je cours, j'aime la nature, j'aime un peu courir longtemps. Je me suis dit: «Non, mais à un moment donné, il faut que je vois ce qu'il y a derrière ce Puy-de-Dôme» et ainsi de suite. Et que putain, en 2001, je commençais un peu à tourner. Alors j'avais que 21 ans, mais ça tournait un peu en rond en termes
en triathlon parce que, bah, je me rendais compte que mes études, impactaient énormément sur ma capacité à être compétitif, sur les échéances triathlon. Donc du coup, j'ai dit: «Bon, bah, clairement, ce qu'on va faire, je fais ce que je peux, je finis la saison comme je peux en tri et puis l'été, je me laisse un été pour voir à la rentrée». Et puis l'été, en gros, bah, je me suis dit: «Bah, je cours, j'aime bien courir» et puis là, en mode défi, je me suis dit: «Bah, attends, mais la Sensipidum, ça a l'air un truc de malade. Je vais faire ça fait 55 bornes, c'est un truc de malade». Ça part on à cette époque-là, quand on avait 20 piges et qu'on était au départ d'un 55, on paraissait pour un teubé, hein. Et du coup, j'ai dit: «Non, mais moi, je veux faire ça». Et donc effectivement, j'ai fait ça et je fais, 2e de la course. Mmh. Non, je fais deuxième, n'importe quoi. Non, tu Je suis gagnes. longtemps deuxième de la course. Ouais, je gagne, mais en fait, je suis longtemps deuxième en mode, je gère, quoi. Et c'était Gestion assez totale. rare de voir un gars, ouais, gestion totale. Je laisse et puis je reviens sur le gars et puis finalement je gagne en mode, un peu, voilà, mon père m'a fait mes ravitaillements sur chaque point, et puis finalement je gagne la course en essayant d'avoir une maîtrise, finalement de l'effort de bout en blanc, quoi. Et sur une épreuve de 5-6 heures, bah, Mmh. c'était la première fois que je faisais aussi long et puis donc du coup ça m'a ultra plu. Et puis en fait le deuxième qui était à l'époque, Michel Trémouille, alors là, beh, c'est sûr que je pense que dans tes potes de dans l'auditoire personne, voit qui c'est, mais bon, j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour Michel Trémouille. Parce que, bah, pour lui, enfin, il représentait un petit peu au départ, faut savoir qu'en 2000, les gars qui étaient au départ des courses de trail, c'était des bonhommes, quoi. Et Michel Trémouille, c'était un bonhomme. Il avait des il avait des bras qui ressemblent Tu un bûcheron, quoi. à 2 fois les ah ouais, c'était des bûcherons et puis finalement, il était un peu en mode guerrier et donc du coup et alors ce qui est marrant, c'est que, en 2001, je gagne la course, il fait deuxième et puis, 1 mois après, il fait quatrième de la course des Templiers. Putain et moi les Ah Templiers, oui. ça me paraissait mais c'était mon rêve absolu. Alors j'ai dit: «Putain, il fait 4 aux Templiers. Moi, je l'ai battu là. Ah quand même, va falloir que je fasse, l'année prochaine, je me le mets au compteur». Et donc du coup, bah, du coup, en 2001, j'ai fait juste la Sensipidum et puis en fait après je me suis dit: «Ouais, bah, l'hiver, je vais commencer à faire des crosses» mais en mode, bah, ouais, mais quand même ça va me préparer pour les trails de 2002, quoi. Et puis, du coup, après j'ai fait les Templiers en 2002, je fais 7e de la course, pour le Pour coup, ta bah, là, première voilà, c'était dans participation, 7e de la course. voilà, je fais 7 aux Templiers Ouais. en mode, ouais, pas mal de points perfectibles. Et donc du coup, j'ai dit, «Je pense qu'en faisant 7 cette année-là, il y a quand même moyen qu'à un moment donné, j'y arrive». Mmh. Et donc du coup, bah, après je me suis mis, les Templiers tous les ans. Et puis en fait, la saison était montée pour que j'arrive, heu, au mieux possible, fin octobre. C'est ce trail-là qui te fait le déclic, au niveau du trail et dès ce trail de Saint-Cy, Puy-de-Dôme, tu te dis, «C'est mon truc, quoi». Ouais, j'aime ça, je sais ce que je veux. Ouais, j'aime ça, en fait, ça répondait à cette époque complètement à mes problématiques, sportives du moment. Mmh. Heu en fait, je me déplace avec mes jambes, dans un environnement ultra beau, hem avec finalement, un petit peu des confrontations avec les éléments en mode, ben, il fait pas beau, ben ouais, mais tu es bien, tu es pas en sucre, tu vas y arriver, tu vois? Ce genre de toute cette problématique qui fait que, bah, qu'est-ce que je vaux face aux éléments? Qu'est-ce que je vaux? Alors moi, je me suis jamais caché, j'ai jamais été un montagnard pur souche, quoi. Mmh. Par contre, parce que finalement, quand on est à Clermont-Ferrand, on a grandi dans un environnement qui est effectivement, vallonné, Moyenne montagne, quoi. entre il y a des montagnes, mais c'est Mmh. pas voilà, c'est la reste de la moyenne montagne et puis c'est effectivement ce qui m'aura peut-être construit, hem, en tant que profil de coureur. Je suis pas le meilleur des coureurs, mais quand il faut courir, je me débrouille pas trop mal. Je suis pas le meilleur des grimpeurs, mais finalement quand il faut courir, bah, je me débrouille pas trop mal. Moi, je suis un peu et puis finalement, j'ai construit mon profil de coureur pour être performant au Templiers et globalement, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bah, le Massif Central ou tout du moins l'environnement autour de Clermont correspondait aux besoins, pour être bon au Templiers. J'ai une question, mais bon, on s'aperçoit là depuis presque une heure que les Templiers sont quelque chose d'hyper important pour toi. Tu l'as dit, c'est en te Mmh. renseignant un peu sur la culture, et l'histoire du trail running, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de pourquoi vraiment les Templiers, à proprement parler, sont une épreuve qui te tient à Je cœur pense à qu'il y ce a point?
Parce que j'ai l'impression que les Templiers ont quand même réussi. Alors, bien sûr, ils ont des travers, hein. Le samedi, les courses du samedi, on n'y comprend rien, clairement. Le vainqueur du marathon qui arrive au milieu, en même temps que la troisième fille, de la course du Larzac, du je sais pas quoi, tu comprends plus rien. Mais après, est-ce que les gens recherchent vraiment ça, au final? Est-ce que les gens recherchent vraiment, voilà, ils viennent courir dans l'Écosse, point barre. Le dimanche, Heu, l'équipe et Kevin, reprend largement, le flambeau, de Gilles et Odile, mais hem, ils ont quand même réussi à garder une certaine âme et une certaine, il y a quand même une atmosphère autour de cette course. Alors est-ce que finalement, est-ce que c'est ce Larzac? Est-ce que c'est ces Cosses? Est-ce que c'est cet environnement un petit peu mystique qui fait que, ben, cette course Le départ était, déjà avec, fumigène et musique, oui, en oui, oui, 2000, oui. dès le début, ouais? Bah, alors moi les premiers j'ai fait en 2002, mais avant, j'ai vu des épreuves, des Des images? photos de Mmh. départ où il y avait finalement des images avec, Patrick Renard qui gagne et ainsi de suite, voilà, ben, en gros, on sent quand même une atmosphère, heu heu, assez, pas non, alors pas pesante, mais je dirais assez solennelle et mystique Historique? autour de ce Mmh. départ, hein, qui ouais, c'est historique, puis je trouve que c'est ça ils ont quand même réussi à garder, heu, malgré, malgré que le mastodonte que ça peut représenter, ils ont quand même réussi à garder une certaine âme, dans ce qu'ils vont proposer aux coureurs, dans le parcours. Alors maintenant, effectivement, les Templiers, c'est décrit comme, la course, ouais, c'est hyper roulant et ainsi de suite, mais je dirais qu'à un moment donné, Tout est relatif. ah non, mais bah, mais bien sûr, tout est relatif et puis c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça dépend du profil. Moi, une course où il faut que marcher, bah, ça me saoule, Mmh. ça me gave et bah, oui, par contre, quand tu sais pas courir et que tu te rends compte qu'au Templiers, tu sais pas courir, bah, ça te met un peu le nez dedans et que tu te rends compte: «Ouais, non, mais c'est trop roulant pour moi». Non, non, c'est pas trop roulant, c'est juste que tu n'aimes pas courir. Mmh. C'est donc moi, les Templiers, ça représente quand même beaucoup de choses parce que puis c'est une période de vie finalement, tu vois? Tu t'es construit en 2002, tu arrives, tu as 22 ans, puis je gagne à mon dernier Templier, tu as 33 ans. Bah, voilà, ça fait tu te dis, ben, de 22 à 33 ans, il s'est passé tellement de choses, à 22, bah, entre-temps, tu t'es marié, entre-temps, tu as eu des gamins, entre-temps, tu as eu des galères, des choses, des moments de vie importants. Tu vois? En fait, c'est moi, c'est plus la symbolique autour de, ben, voilà, ma carrière de trail, oui, elle est teintée des Templiers, parce que, bah, finalement, c'est ça qui m'a construit et à cette époque-là, les Templiers alors peut-être que ce serait différent à l'heure actuelle maintenant si je me mettais au trail, et que finalement j'aurais comme «but de vie» entre guillemets peut-être l'UTMB, mais à cette époque-là, il faut savoir que, les Templiers ça paraissait comme, alors le saint graal non, mais, je veux dire la course référente parce qu'il y avait rien d'autre. Mmh. Il y avait rien d'autre parce que au sur cette ligne de départ, mais vous aviez toute la France du trail. Tous les meilleurs de trail. Je me souviens d'avoir une discussion avec Thierry Breuil, Mmh. à une époque où ils avaient commencé à créer le TTN. Ben, ils gagnent le TTN en 2000, de gagner la course du TTN en 2000, je sais pas, 2008. Moi, je gagne les Templiers et il avait ses mots justes. Il va dire: «Mais oui, mais bien sûr que Thierry dit: «Bah oui, je suis champion de France, mais 15 Mais fois, j'ai pas j'échange gagné de mon titre de Templier. champion de France». Et oui, 15 fois j'utilise je 15 fois j'échange mon titre contre, une victoire aux Templiers. C'est ouais, c'est une époque, c'est une époque. C'est une épreuve, tu l'as dit, hein, tout à l'heure, c'est mystique j'ai, beaucoup d'athlètes qui m'en parlent, mais comme, leur course, de cœur, quoi. J'en ai parlé Mmh. avec Fabien Antolinos, avec, Éric Clavry, avec Christophe Mallardet, tout ça, c'est des coureurs qui, quand tu leur demandes leurs meilleurs souvenirs de trail, ce que je te demanderai après, ils me parlent des Oui, Templiers, quoi. C'est oui. clair. Donc Oui, on oui, bah, oui, oui. Mais oui, parce que, bon, alors après là, tu parles tous des gens, le problème c'est que là, tu parles tous un peu des expandables là. Heu, c'est sûr que les donc les anciens ont été teintés et marqués c'est vrai. par cette course-là, parce que c'est cette course qui faisait référence. Quand tu écoutes Donc parler Sébastien maintenant Speller, peut-être que, tu vois, si tu poses cette quand tu écoutes parler Sébastien Speller, il est aussi beaucoup, ouais. c'est Templier, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Après, tu vois, peut-être que si tu poses cette question à un François Den, à un Thibaut Barognan, à, je sais pas,
tout ça, peut-être eux, ils vont peut-être être moins portés sur le fait que les Templiers, parce que la multiplication des courses, des épreuves, a finalement un petit peu, je dirais, des, comment dire? Elle a peut-être un petit peu Désacralisé? dilué, ouais, désacralisé, puis dilué en fait un peu l'aspect the place to be fin octobre. Mhm. Ouais, ça a été clairement, on peut dire qu'aujourd'hui, ça a été remplacé par l'UTMB, quoi. Oui, oui, bah, l'UTMB reste quand même maintenant on va dire l'événement numéro un du trail. En France, dans le monde, et en tout cas, ils ont quand même bien manœuvré pour que ça le devienne. Et toi, justement, donc, tu nous parlais un petit peu de ta pratique et du fait que c'était pour toi, les Templiers, l'objectif quasiment unique. Ça a toujours été le cas tout au long de ta carrière ou au bout d'un moment, tu t'es dit, je veux quand même aller sur plus long? Alors, en gros, ce qui est marrant, c'est que donc moi je suis rentré, chez Salomon en 2004. Bon, clairement c'était le truc, le but affiché, c'était de gagner les Templiers. Après je les ai gagnés, 3 fois chez Salomon. Effectivement en 2010, voilà, là c'était ma troisième victoire. Dans l'idée, il faut savoir que les Templiers, je les avais mis en fin de dans la en 2010, c'était effectivement en fin de saison, pourquoi pas les Templiers, mais en 2010, mon épreuve, que j'aurais dû et pour laquelle je m'étais préparé le plus, c'était l'UTMB qui a été, avorté. Parce À qu'il y cause a de eu un l'orage? problème, de météo, Hmm. ouais, à cause de l'orage, on a arrêté aux Contamines, bla. Donc, je dirais qu'en 2010, l'objectif, c'était l'UTMB, parce que finalement, j'avais gagné en 2007-2008, j'avais gagné les Templiers, 2009, j'avais gagné les championnats du monde. Donc du coup, bah, voilà, 2010, je voulais passer à autre chose. Hem, mais je me rends compte qu'avec du recul, alors là, pour le coup, sur l'ultra en montagne, je pense que clairement, j'étais pas, mes qualités athlétiques, alors elles ne suffisaient pas, et peut-être elles étaient même contre-productives, pour être performant sur un UTMB comme peut l'être François. Donc du coup, je dirais que, bah, comme je te le disais, moi j'aime bien courir. J'étais plutôt à l'aise en courant parce que, bah, là j'étais en sport-études, quand j'étais au lycée, j'étais en sport-études athlée, j'avais une grosse culture athlée. J'ai toujours eu une grosse culture athlée, j'ai toujours aimé courir, analyser la foulée, machin. Ouais, l'UTMB, c'était pas forcément là où je pouvais m'épanouir le plus, mais finalement, chez Salomon, on se faisait quand même sentir que globalement, c'est sympa, tu es templier, mais il y a autre chose maintenant qui s'est Mhm. monté. Mhm. Donc, bon, bah, en mode, bah, OK, bon, j'ai compris, bah, qu'est-ce que je vais mettre en place moi pour sortir de ma zone de confort sur une épreuve que je sais gagner, que je sais préparer, que je sais exactement ce qu'il faut faire. Tu me dis, tu souhaites faire les Templiers, qu'est-ce qu'il faut faire le 15 avril? Je sais à peu près où c'est que tu en es dans ta préparation. Mhm. Là, du coup, je me suis dit: «Bah, là, peut-être que, voilà, faut que je me mette peut-être à autre chose», et donc je me suis mis un peu dans ce mode du long. Mais en 2010, ça s'est arrêté, mais finalement, à l'époque, je pense que c'était pas si mal parce que je pense que j'étais pas préparé de la meilleure des façons pour pouvoir performer sur un UTMB. Et puis après, bah, 2011, que c'est 2011, année un peu compliquée parce que j'ai pas fait grand-chose, j'étais pas mal blessé. Et puis 2012, ça a été peut-être un de mes tournants de carrière, parce que là, pour le coup, je me suis dit: «Bon, bah, là, je vais vraiment faire du long». Et je donne un calendrier de pré-course finalement à Salomon. Il faut savoir qu'en début d'année, on vous donne un petit peu de: «Bah, tu vois quoi? Tu voudrais faire quoi comme course?» Et là, je dis: «Bon, bah, là, je rattaque, 2011, ça s'est pas trop bien passé. Bah, 2012, moi, j'aimerais bien faire la CCC». Bon, bah, ils disent: «Ouais, c'est sympa, mais en fait, on a déjà du monde sur la CCC, puis nous, on te verrait bien à Leadville». Je dis: «C'est quoi ce truc?» Leadville. heu, Si je tu dis: t'étais renseigné sur «Leadville?» l'histoire du trail, «Ouais». c'est une place importante dans le Colorado, hein. Ben oui, mais du coup, j'ai dit: «Bon, Leadville, on va voir». Alors Leadville, c'est quoi? Ah ouais, donc là, je commence à regarder. Je dis: «Ouais, OK, donc c'est quoi?» Ouais, bah, ouais, effectivement, ça fait partie des ce qu'ils appellent les 5 plus gros trails, US Mhm. en France, aux US, pardon, Mhm. avec, Western, Hard Rock, Leadville, Angeles Crest, et puis, j'ai plus le dernier. Je sais plus San ce que c'est, Francisco, non? un gros 100 miles aussi, bon bref. Non, non, San Francisco, ça a été bien monté après, ça a Ouais, été c'est après, là. raccroché ça. Mhm. Non, non, là, quand je te parle de Western, Hard Rock, Leadville, c'est des courses où, globalement, quand tu gagnes la course, ils se trimballent toute l'année avec le ceinturon de ceinture. Mhm. Hem,
parce que c'est hyper prestigieux et donc du coup, je dis: «Bah, ouais, Leadville, très bien» et donc «C'est quoi Leadville? Ah ouais, putain, ça part à 3 000, OK, super. Ah ouais, mais c'est en plein mois d'août». Bon, alors là, je dis: «Bah, écoute, ça va poser un problème parce que c'est à 3 000, donc il va falloir que j'y reste longtemps avant». Et puis, ma femme, elle est prof, j'ai 2 gamines, je vais pas partir un mois, l'été, tout seul, elle me dit: «Bon, bah, non, ce qu'on va faire, heu, on prend en charge les billets». Bon, bah, je dis: «Bah, écoute, OK». Donc là, je vends le truc à ma femme. À l'époque, ma plus grande avait 4 ans, ma plus petite avait 2 ans. J'ai dit: «Bon, bah, on part, 1 mois et demi aux États-Unis, vivre, pour préparer Leadville». Et là, elle me dit: «Non, mais non, mais c'est mort, hein». Et elle me dit: «Non, à 3 000 c'est beaucoup trop haut, machin». Puis en fait, 3 000 c'est pas trop, c'est 3 000 c'est trop haut en France parce que on a l'impression que c'est, Val Thorens. Effectivement, on passe pas, Mmh. 1 mois et demi de vacances à Val Thorens au sommet de Val Thorens. Donc du coup, elle me dit: «Bah, non, non, mais c'est bon, moi je vais, Heu, on te suit». Et du coup, en fait, c'est génial parce qu'en fait, on a fait une espèce de la tournée des US. On était avec, Kylian, et toute l'équipe Salomon. On a fait, une première course, vers Salt Lake City. Après, on a fait une deuxième et après on est monté progressivement, machin. Et puis en gros, ben, au bout d'un mois et demi, ben, j'ai adoré, adoré, adoré la culture US, et la vision du trail, américaine, mais surtout immiscé dans le truc, tu vois? On était que 4, enfin même ma femme et mes filles, entre guillemets «l'habit et son couteau» avec un niveau d'anglais déplorable. Donc du coup, on s'est vraiment immiscé dans le truc et on s'est rendu compte que, ben, on n'avait rien compris en France, quoi. Ce qu'on était en train de construire comme, comme référence, trail, finalement, on n'avait rien compris, que c'était pas du tout ça le fond du problème, quoi. Et que, bah, du coup, je me pointe à Leadville, 1er 100 miles du coup, finalement, parce que jusqu'en 2012, j'avais rien validé du tout. Avec, des pacers en mode, jusqu'au dernier moment j'en avais et puis 2 jours avant j'avais plus personne. Ah ouais, Donc il a fallu trouver des pacers un peu machin. J'ai fait, pacer avec, Anna Frost qui m'a fait mon pacing et tout, c'était génial. d'accord. Et je gagne la course, toujours le seul Européen à avoir gagné la course, 4e temps de l'histoire de la course. Enfin, en gros, je marque, l'entrée dans les 100 miles de façon assez, Un gros coup. assez, ouais, un gros coup, ouais. Et que du coup, ouais, bah, j'ai adoré. Et donc je reviens en France Et heu Thomas, et là, du coup, j'aimerais ben juste, je te coupe 2 secondes, mais tu as dit qu'on ouais, n'avait rien compris en France sur le trail et j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur cet aspect-là. Tu peux ouais. préciser? Et ben, en fait, je dirais qu'on n'a rien compris parce qu'en fait, on est très, très dans l'aspect, consumériste de Dossard. Mmh. J'espère que le covid aura au moins servi à ça, que finalement quand on se vient sur une course, alors je pense qu'il va y avoir une vague de on va faire plein de courses qui servent à rien. Mmh. Mais on est très consumériste dans la façon de consommer du trail. «Ouais, et moi j'ai pas eu mon t-shirt, et moi, ouais, j'ai pas eu mon machin. Ouais, puis le repas d'après course, bah, il était pas bon», ainsi de suite. Non, mais il était pas bon, bah, c'est pas grave, bah, tu le prends pas et puis tu vas manger ton sandwich dans la voiture. Et surtout aussi sur l'aspect, ce que j'ai bien aimé aux États-Unis, c'est sur les gens qui sont au départ, ils viennent vraiment vivre une aventure et ils se sont préparés pour vivre cette aventure. Pas en mode, «Bah, de toute façon, si j'ai un problème, il y a les secouristes qui vont me ramener». Non, mais ouais, ouais, par contre, ils vont te ramener, mais ça va te coûter 10 000 balles par contre, aux US, tu vois? Donc on est vraiment Plus beaucoup plus brut, dans la c'est s brut, quoi. eh ben, ouais, c'est brut, c'est à un moment donné, ben, si tu es au départ, c'est que tu estimes que tu as des chances d'être à l'arrivée ou au moins tu t'es préparé en tel dans de la entre guillemets, «de la meilleure des façons». Mmh. Mais ce qui est énorme, c'est que voilà et ça a vraiment cet aspect un peu famille du trail qu'on a un peu perdu en France finalement parce que tout le monde est un peu on essaie de se faire une espèce de guéguerre, course de montagne, Mmh. trail, ouais, mais moi je fais plutôt de la course sur route, blabla. Non, mais en fait, on est c'est la famille des gens qui courent. Bah, des fois c'est en chemin, des fois c'est sur route. Moi je suis meilleur en chemin, bah, voilà, je fais plus que du chemin, bah, OK, c'est bien, mais et le trail US a cet aspect un petit peu, je dirais, famille, Origine, respect, original. respect ouais, origine, voilà, en gros, on s'est dit: «Bah, on» quand tu regardes finalement comment a été créée la western, ça a été créé un Mmh. peu sur un coup de folie et j'ai l'impression qu'ils ont réussi à garder cette espèce un peu un petit peu folie du trail, US.
Bah, avec 300 Qu'on est en train dossards, de avec perdre. 300 dossards au départ, c'est plus facile de garder l'authenticité de l'épreuve, hein. Ouais, ouais, il y a ça et puis voilà, mais après, est-ce qu'il faut se poser la question sur l'utilité de mettre 5 000 personnes sur une ligne de départ? Est-ce que finalement le trail il est ce qu'il est? Il est pas ce qu'il est justement parce que, à un moment donné, il y a cette culture autour de: «Ouais, mais on vit autre chose». Alors il y a des épreuves de masse qui doivent rester épreuves de masse, qui peuvent rester épreuves de masse parce que, bon, elles ont réussi un petit peu à gérer un peu cet aspect, masse et garder une espèce de d'âme autour de leur épreuve. Mais, mais clairement, à un moment donné, voi ça me faisait marrer parce que il y a des gens, en fait, ils sont mutés en organisateurs de trail, mais juste parce que, ben, au moins ça fera vivre l'assaut, mais en fait, on s'en fout complet du trail. Des clubs de foot qui montent des trails parce que gros, ils ont voilà et Mmh. ben ça, quand je parlais un petit peu sur l'aspect, culture, ben, on est en plein dedans. À un Mmh. moment donné, bah, ouais, l'aspect culture, ça fait partie quand tu montes une épreuve, faut que tu t'intéresses à la discipline et j'ai l'impression que les aux États-Unis tout du moins, malgré l'aspect parce qu'on leur fait pas la c'est pas des lapins de 3 semaines, hein, ils sont Mmh. dans le business pareil, hein. Je veux dire, la western, c'est une course ultra rentable parce que c'est 300 au départ, mais comme c'est tellement prestigieux, bah, tu payes 400 pour être au départ. Mmh. Sujet super intéressant. Moi qui suis beaucoup de podcasts aux États-Unis notamment, c'est clair qu'il y a une différence de mentalité Europe, Ouais. Amérique, quoi, États-Unis. Mmh. Canada aussi, on peut Ah dire. oui, Le clairement, Canada clairement. se rapproche, j'ai l'impression, Ca des Américains. Ouais, alors le Canada, ouais, le Canada, alors, le Canada, il se rapproche des Américains dans leur, culture sportive, tout du moins. Alors plutôt le Canada, je dirais ouais, sinon le Canada en général. Par contre, sur l'aspect trail, je veux dire le Québec et tout ça, ça me fait marrer parce que j'ai l'impression qu'ils découvrent la discipline. C'est Mm. avec 20 ans de retard, ils découvrent le trail. Heu et donc du coup, ils sont vraiment dans cet aspect un peu bisounours de la montagne, bisounours du trail. Ouais, le trail, ouais, c'est le chemin, machin. En fait, un peu comme, bah, comme, je dirais que c'est au Canada, le trail, c'est un peu le trail, en France des années 2000, tu vois? Mhm. Ouais, super sujet intéressant, différence de point de vue et de mentalité entre les Américains et les Européens. Est-ce que tu peux nous donner, Clairement. s'il te plaît Thomas, ton plus beau souvenir de trail? Si tu devais en Je choisir dirais, un. j'en ai allez, je vais en mettre si je devais en choisir un, je dirais que ça serait, même parce que quand j'y repense maintenant, enfin, on va dire, il y en a un ce serait peut-être les Templiers 2013, parce que j'ai eu une année très, très compliquée. On a eu des gros problèmes de santé avec mon épouse, enfin, surtout elle. Moi, j'ai eu une année très, très chaotique. C'était la première année où j'étais chez ASICS. Et je dirais que 2013, ça a vraiment marqué, hem, un tournant dans ma vision de la discipline et de ce que je voulais faire après. Et donc je regagne les Templiers, vraiment en mode, ouais, ben, voilà, c'est la dernière, c'était 2010, bon, la première c'était mon premier er Templier, c'était en 2002 et c'était la dernière fois que j'ai couru, le la course des Templiers et je dirais que c'est celle-là qui m'a vraiment le plus, marqué et je crois avoir pleuré à l'arrivée dans les bras de ma femme. Mais et ça m'arrive très, 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 très peu, très, très rarement, parce que finalement c'était l'aboutissement d'une année très compliquée et puis d'un processus, finalement de préparation où j'ai été, tout enfin, entre guillemets «seul» à préparer mon objectif parce qu'en gros c'était, ça passe ou ça casse. Mhm. Parce que j'avais strictement rien fait de l'année parce que j'ai été blessé tout le long, je m'étais fait opérer d'une pubalgie, bref, c'était très compliqué et en 2013, je dirais que personne m'attendait, je gagne la course, un super plateau. Ouais, je dirais que c'est un de mes premiers, enfin un de mes meilleurs et si je peux m'en mettre Tu peux, vas-y, t'es mon autorisé. mon souvenir, mon meilleur prime, mon meilleur, je dirais que ça serait, et bah, ça serait finalement Leadville 2012 Mhm. parce que Leadville 2012, bah, c'est plus le contexte qui fait que ça a été peut-être un de mes meilleurs souvenirs parce que de passer un mois et demi, heu
complet avec, finalement sa femme et ses filles. Ça arrive peu finalement Mmh. dans une carrière de quelqu'un qui a une profession libérale, de passer autant de temps avec sa famille et puis on a vraiment vécu tout seul, tous les 4 et à vraiment s'imprégner, à prendre beaucoup de culture, US, à donner énormément, de notre temps, pour la culture US et je dirais que, de gagner, ce premier 100 miles sur Leadville, sur une course mythique, alors, ouais, je dirais que ça, ce serait mon 2e, allez, qui arrive vraiment pas très loin derrière le 2013. Puis ce qui est marrant, en fait, quand j'ai gagné Leadville, c'est, heu, c'est marrant parce que j'ai gagné Leadville en 2012. Bon, bah, on rentre, hormis les ultras, enfin, finalement heu, les très, experts du trail qui savaient ce que ça représentait. En France, ça a pas forcément marqué les esprits, mais alors ça Mmh. les a beaucoup plus marqués quand finalement Born to Run a été traduit en 2014-2015, en français, où tous ceux qui étaient sur la vague un peu convertis au trail ont Mmh. acheté le bouquin Born to Run et puis ils se sont rendus compte de dire: «Ah, non mais à Leadville, ah oui mais et attends et Laure Blanchet il a gagné un truc, ça c'était Leadville. Putain mais il a gagné la course du bouquin» et donc en fait j'ai eu plein de félicitations quand À le bouquin à quand contretemps. les Français ont lu l oui, quand les Français ont lu le livre, ils se disent: «Ah ouais, mais en fait, il a fait une course, c'était bien, en fait» et donc c'était assez marrant. C'était assez marrant. J'aimerais bien revenir sur cette période un peu là de 1 mois et demi, aux États-Unis. Donc tu étais dans le espèce de cocon, Salomon, il y avait Kylian, tu disais, Ouais, il y avait, Anton aussi? Ou pas? oui, oui, parce que c'était le copain à l'époque, c'était un petit peu le alors là, je dirais que mes filles, elles appellent ça, c'était, en fait, Anna était un peu enfin non, Anton était un peu le crush de Anna. D'accord. Crush, c'est-à-dire je voilà, donc ça il l'aim voilà, ils étaient en couple, mais des fois c'était un peu compliqué, machin, mais alors du coup, on se tapait le Anton, Kuprika dans la maison, Salomon, tous les 4 matins. D'accord. Est-ce que tu peux nous Mais raconter un petit c'était peu cette vachement marrant vie-là? et puis Cette vie avec tous ces athlètes bah, Salomon? en fait, c'était un peu l'auberge espagnole du trail, tu vois? C'est-à-dire que alors sans avec sur l'aspect uniquement organisationnel, hein. C'est-à-dire que ça venait un petit peu de tous les pays ça venait un peu de tous les pays, donc il y avait Kylian et à l'époque d'ailleurs, c'est Kylian s'est mis, il a connu, Emily, ici là, à cette D'accord, course, d'accord. À Pikes Peak, juste, voilà, en même temps que c'était cet été-là, en fait. Et alors c'est marrant parce que du coup, bah, voilà, chacun et puis en fait tu vis en communauté parce que, bah, chacun fait ses courses. Il y a pas vraiment d'ordre repas, chacun mange, les pioles c'est organisé, ben, le premier qui arrive il aura la mieux et puis le dernier, bah, il dort sur le canapé, voilà on est un peu et c'était vraiment sympa et puis je suis assez content d'avoir finalement pu vivre ça et puis de montrer à mes filles que, voilà, ben, on peut quand même être dans le haut niveau, cultiver le haut niveau et puis, pas se prendre la tête sur l'aspect, peser sa bouffe, mettre des bas de compression, machin, mais faire du complexe toute la journée, Alors après, voilà, en 2012, les réseaux sociaux étaient un peu moins développés que maintenant, donc Mmh. finalement, peut-être qu'on discutait plus. Tu étais complètement en fait, c'est un peu galvaudé comme expression, mais tu étais complètement dans l'esprit trail alors à ce moment-là? Oui, oui, là, on était vraiment dans l'esprit, qui correspondait un peu à ce on imaginait un petit peu, l'esprit trail, en fait, au moins dans la pratique de la discipline. C'est-à-dire que c'était l'esprit, un peu originel de: «Ouais, bah, tu sais quoi? On campe au départ d'un super chemin et puis on essaiera d'aller courir dessus, quand la météo sera plutôt profitable» et ainsi de suite. Ouais, c'était plutôt l'esprit, on se met, heu, on se met en mode, on est une petite communauté et l'idée c'est de faire grandir, c'est-à-dire les ambitions de la communauté progressive, ouais. À contrario, est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir, Thomas? De trail, hein? Heu Bon après les pires souvenirs, on en a plein, mais je dirais qu'au-delà de l'aspect, je vais pas prendre comme pire souvenir, ouais, bah, là, j'ai abandonné là, j'ai pas je dirais que mon pire souvenir, je dirais que c'est plutôt, si je peux, bah, je dirais que parallèlement à ma victoire en 2013,
Je dirais que la pire souvenir, ça a été la façon dans lesquelles les gens, en fait, ont géré, enfin, ont généré une certaine jalousie, une certaine rancœur, autour de cette victoire-là. C'est-à-dire que, hem, cette victoire, elle a énormément, heu, on va dire bénéficié ou tout du moins été, Heu, derrière cette victoire-là, moi j'étais chez ASICS, on venait de gagner, chez ASICS, on venait de gagner l'UTMB avec Xav. Je gagne les Templiers, il fait deuxième des Templiers, Xav aussi, et en gros, à un moment donné, en fait, je veux dire les autres teams c'était un peu la grande époque des teams. En fait, les autres teams ont un petit peu, alors je dirais que c'est un peu moche, mais ça serait craché un petit peu sur cette victoire-là en mode, «Ouais, ouais, ça a pas été réglo, bla bla, parce qu'en fait, on était organisé dans notre team pour pouvoir répondre au plus juste aux besoins des coureurs au moment où il y avait besoin. Mmh. Heu Ouais, mais on lui a donné des bâtons, mais en fait, jusqu'à preuve du contraire, ce qui est pas interdit est autorisé. Donc en fait, tout ça, on a été à chaque fois un petit peu en mode et en gros, ce besoin de se justifier et c'est là où je me suis dit: «Ouais, clairement, en France, on n'a rien compris». Aux États-Unis, quand on gagne, on vient te féliciter et on vient te remercier parce que tu as poussé tout le monde dans ses retranchements et en gros, tu as fait en sorte que ceux qui sont derrière toi ont été amenés à être meilleurs pour essayer de faire en sorte qu'ils soient le moins loin de toi. Mmh. Et donc on vient te remercier pour dire: «Putain, ouais, tu m'as fait, j'en ai chié, mais merci vraiment, vraiment tu m'as poussé à être meilleur». Et là, en fait, en France, quand tu gagnes et ben, on va te dire, «Ouais, mais non, mais ça se trouve, on lui a passé des bâtons, il avait pas le droit, ouais, puis là, il a eu un bidon, nana». Et ça, je dirais que ça a été peut-être mon plus mauvais souvenir, heu, on va dire, autant la victoire, j'ai passé la ligne, ça a été un de mes meilleurs souvenirs que j'ai pu partager avec mon épouse, autant les mois qu'on suivi derrière, c'était peut-être un des pires parce que je me suis dit: «Ouais, OK». Et en fait, tu te brouilles avec des gens, tu apprends vraiment à voir comment ils sont finalement dans la défaite, voilà, moi je me souviens toujours d'une phrase de mon père qui me disait, «Modeste dans la victoire et digne dans la défaite», et je dirais que je me suis toujours en gros, essayé de garder cette culture de, ben, ouais, tu as gagné mais bon, entre guillemets, «la route est longue» et puis, les victoires d'aujourd'hui seront peut-être les défaites de demain et Mmh. puis donc du coup, ben, OK, gage à toi d'essayer de faire en sorte que ça dure. Mais la dignité dans la défaite, voilà, je trouve qu'à un moment donné, bah, tu as perdu, bah, tu vas féliciter tu vas féliciter ou tout du moins, voilà, il y a pas besoin d'amener un espèce d'aspect négatif au fait qu'il ait gagné ou au fait d'émettre des doutes sur, d'être suspicieux d'eux, ainsi de suite. Je trouve que voilà, je C'est dirais que ça, c'est dommage. un de mes plus Mmh. mauvais souvenirs parce que j'ai dit: «Ouais, ben, je sais pas si finalement je resterai longtemps dans cette atmosphère-là et dans cet environnement». Ouais, c'est intéressant parce qu'on n'a pas souvent ce son de cloche dans la communauté du trail running. On a toujours l'impression que tout est beau, tout est rose et que, a priori, c'est pas toujours le cas, quoi. Non, non. Non, non. Bah, après, ça dépend ce que tu veux. Soit tu le fais avec la langue de bois, soit tu l'as fait sans langue de bois, mais clairement, on peut pas à un moment donné, quand les gens, ils gagnent leur vie avec une activité, il y a toujours des bons et des mauvais côtés, hein. C'est sûr. Je voudrais te poser la question, j'ai inventé, puisque je l'ai déposé à l'INPI, donc ce qu'on appelle le moment extraordinaire. C'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le Oui, plus ouais. atypique, dont tu te souviendras toujours. Est-ce que tu Ouais, aurais ça en magasin? en magasin, là, enfin, un moment extraordinaire, je dirais que, et ça, en fait, finalement, c'est peut-être des moments où ça doit pas ceux qui ont vécu ça me diront: «Ah ouais, c'est vrai que ça arrive pas tous les 4 matins». C'est ce qu'on appelle le flow, Mhm. c'est-à-dire que tu cours et tu as l'impression que en fait, tu te regardes courir. Tu es au-dessus de toi, en gros, et tu as l'impression que tu peux accélérer, que c'est sans fin et que, tout paraît facile. Tu pas tu de bobo nulle part. Tout va bien, c'est super beau sur lequel tu cours et ça m'est peut-être arrivé, peut-être 1 ou 2 fois, et je me souviens une fois où ça m'est arrivé en courant au-dessus du Sancy où, globalement, j'ai fait les crêtes et je me disais: «Putain, mais en fait, c'est trop facile le trail», et ça serait ces moments où tu as le flow total et que tu te dis: «Ben,
ouais, putain, en fait, c'est trop bien ce que je fais et je suis trop bien, en fait, dans mon effort physique et je suis trop bien. En gros, tu l'impression tu envie tout du moins que ça ne s'arrête pas C'est un et alignement ça, en en fait. gros, ouais, c'est exactement, c'est ça. C'est l'alignement des planètes au moment, tu es bien, il fait beau, il fait beau, c'est pas qu'il fasse beau, qui Mmh. ça soit pas une planète qui doit être alignée absolument, c'est toujours plus agréable. Tu bien, tu chez toi, tu connais, c'est un espèce d'alignement et tu as l'impression que tu te vois, tu es au-dessus de toi, tu te vois courir, quoi et ça, ça m'est, je pense, arrivé peut-être deux trois fois sur les 15 ans qui sont et dont une fois où, bah, c'était, à l'entraînement et je me souviens vraiment où quand c'était et je me suis dit: «Ouais, c'est vraiment génial». Ouais, c'était typiquement lié au sport d'endurance. A priori, il y a Arnaud Manzanini qui fait de l'ultracyclisme et qui en parle régulièrement de ce flow. Ouais, Mais je sais pas si ça a été mmh. prouvé. Il y a des études scientifiques là-dessus. Je pense qu'on connaît pas trop le phénomène. Bah, là, je pense que dans la mesure où ça fait rentrer la sphère qu'on connaît le moins sur le corps humain, à savoir le cerveau, je pense que les études sont compliquées, mais effectivement, il doit y avoir des explications, plus rationnelles que celles qu'on donne Tu sur décris, ouais. l'alignement des planètes. Thomas, Ça va pas aider. c'est clair. En 2019, tu t'es lancé dans la petite trotte à Léon, et c'est 287 kilomètres et 24 Ouais. 000 de dénivelé positif avec Manu Fataccioli et Philippe Schrob. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience, s'il te plaît? Alors, faut savoir que cette expérience, elle a été uniquement validée par ma femme parce que Manu est guide d'haute montagne et Philippe est, cardiologue. Elle me dit: «Là, moi, C'est la, tu peux la partir». garantie. C'est la garantie parce qu'elle me dit: «Votre truc de randonneur là, moi ça m'intéresse pas trop et je trouve ça trop nul». J'ai dit: «Ouais, mais bon». Qui a eu l'idée déjà? C'est toi? Et donc du coup, en fait, l'idée, c'est pas compliqué. Je lui ai dit, je dis, alors je dis à Philippe, alors c'est un de mes meilleurs amis, on va chez lui en fait, il est corse, mais il est pas du tout corse il est corse d'adoption Mmh. et il est cardiologue en Corse et Manu, en fait, c'est pareil, lui, par contre, il est que corse de pure souche et j'ai très, très bien accroché. J'adore la culture corse, j'adore la façon de voir les choses en Corse. Pas l'aspect mafieux, hein, l'aspect, quand on a un truc à te dire, on va te le dire Mmh. et puis on va pas trop prendre de gants. Hem et voilà, j'adore ça et finalement, en gros, je dis: «Bah, non, mais moi, franchement, le trail, pour faire du trail, ça me saoule. J'ai pas vraiment de dossards qui me tiennent à cœur plus que ça et ce que je voudrais faire, moi, moi, j'aime bien les trucs par équipe». Et en fait, il y en a pas beaucoup. Et puis Philippe, il dit: «Bah si, il y en a une, il y a la petite trotte à Lyon». Il me dit je fais: «Ouais, mais tu as vu comment c'est long et tout ça?» Ouais, il me dit: «Bah écoute, non, non». Et puis en fait, Philippe, le problème, c'est que tu lui dis un truc le lundi et le dimanche, tu es inscrit, hein. Donc donc il nous envoie un mail: «Bon, bah c'est bon, hein, je nous ai inscrits, c'est bon, les tirages au sort, c'est dans un mois». J'ai dit: «Tirage au sort de quoi?» «Bah tu sais, de la PTL qu'on avait parlé». «Non, mais en fait, tu pas on avait parlé vite fait quand même, on avait». Et donc du coup, il te rappelle: «Bon, bah c'est C'est bon, on est pris, hein». oh, le Donc guet-apens. là-dessus, je dis ça, ouais, le guet-apens complet. Ça me fait exactement penser comme, Johan le décrit très bien dans son truc, le dossard 512. Ouais, ah bah, en fait, c'est bon, vous êtes inscrits à la PTL les gars, hein. Bon d'accord, donc du coup, D'accord. bah, moi là-dessus, je présente la chose à ma femme qui me dit, voilà, elle, effectivement, qui me dit tout le bien fondé qu'elle pensait de cette belle course. Hem Et donc elle me dit: «Bah, écoute, ouais, tu te démerdes, et bon, bah, finalement, je dirais que ça a été une super expérience. J'ai fini avec des pieds dans un état, mais pathétique, pitoyable. Je dirais que j'ai 2 conseils d'ailleurs, hein, sur la PTL, sur la PTL ou globalement sur l'aspect, ultra. Deux choses essentielles: bien choisir son sac à dos et avoir des pieds en béton. Le reste, franchement, c'est anecdotique. Et j'ai fini les épaules, mais explosées, coupées, mais jusqu'au sang, au niveau des trapèzes. Les pieds dans un état, mais horrible, heu, mais c'était génial et franchement, ce qui est marrant, j'ai fait la course avec, bah, Christophe Aubonnet. Je sais pas si tu vois? On a fait la course, on n'a pas arrêté de se croiser. En fait, c'est un des fondateurs de Hoka. Mmh. Alors, et
mais je rêvais de ces Hoka, oh là là, je rêvais de ces Hoka alors que je supporte pas comme chaussures, pour courir et je voyais ça, ces chaussures, je dis: «Oh ça doit être génial d'avoir les pieds là-dedans». Mais en fait, c'est des super chaussures pour marcher. J'avais l'impression que c'était génial de et du coup, j'en parlais avec Christophe et tout ça, c'était marrant et par contre, putain, on se rend compte quand même la difficulté de finalement, on n'est pas grand-chose quand on est, finalement, lancé, en pleine nature et de rester toute une journée dehors. Là, vous restez 4-5 jours dehors, non-stop. Putain, vous vous rendez compte que vous vivez, vous avez l'impression que vous avez passé, 20 ans dehors. Vous rentrez, à Chamonix, vous avez l'impression qu'il y a 2 ans qui se sont passés et ouais, mais j'ai adoré, quoi. Vraiment, j'ai adoré parce que même si c'était extrêmement dur et que je le classe dans mes galères de trail, je les mets dans mes top 3 largement, mais vraiment, heu, cet aspect où finalement, bah, ouais, le nom, en fait, c'est petite trotte, mais déjà, faut être sacrément costaud pour trotter, hein. Parce qu'on Ouais. on fait beaucoup plus, c'est la petite marche à Léon, hein. Il y a beaucoup mais après vous pouvez l'aborder de différentes façons. Nous, on avait parti pris la stratégie de, on marche, on marche beaucoup, on dort, on marche, on dort, on marche. Mais tu peux voir effectivement, la stratégie de optimiser le temps de sommeil et là c'est plus du tout la même épreuve, hein. T'avais jamais fait ce type d'épreuve aussi long? Non, 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 alors après j'ai fait des trails un petit peu longue distance, enfin des raids, longue distance machin, mais jamais aussi long en fait, faut quand même comprendre que quand vous partez de Chamonix, avec le sac, bah, vous avez tout ce qu'il vous faudra pour la semaine, hein. Alors, là vous êtes, toujours un petit peu, c'est le choix comment dire? Cornélien entre, je prends pas trop de choses pour être léger ou, je prends quand même des choses pour être confort et ça a été, ouais, c'était très, 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 compliqué, comme gestion mais ouais, j'avais jamais fait mais alors est-ce que je le referai? Je sais pas parce que je pense pas que je refasse parce que, hem, ça s'est super bien passé et je voudrais vraiment rester sur une super bonne note Mmh. Et vous étiez 3 et tout le temps ou il y a pas eu de grosses galères, ouais, 3 tout le temps, nous. Ouais, nous au départ, on s'est dit: «Bon, ben, de toute façon, on le fait pour une assos donc le but, c'est qu'on arrive». Mais en fait, après rapidement, à 3, le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 3, vous perdez la capacité à comment ça s'appelle? Vous perdez la capacité à générer, le fait d'être toujours au top parce que, Mmh. sur 3 vous avez quand même 2 chances pour qu'il y ait que le gars qui soit pas bien, il tourne, hein. C'est Donc sûr. non, c'était sympa. Franchement, Tu j'ai peux j'ai tu bien peux aimé. nous donner nous dire 2 petits mots sur l'association que vous avez soutenue? Alors l'association, c'est Antsem. En fait, c'était une association pour, récolter des fonds pour permettre aux aux enfants hospitalisés, en métropole, heu, de pouvoir en fait, prendre en charge une partie des frais, non pris en charge par les assurances pour que les parents puissent, être à côté des enfants quand ils sont hospitalisés sur le continent. D'accord. On peut c'est quoi? Onsen, Ouais, épeler? Ansem. Ansame. Ansame. Bon, mais je vous invite tous à aller voir, le site internet, pour, regarder ce que fait cette association. Est-ce que tu as encore un rêve de trail? Mmh, non, j'ai pas vraiment de rêve de trail. Je dirais que alors après, je suis toujours dans l'esprit de ce que j'ai fait, j'étais content de le faire. Je vis pas avec des regrets ou des choses, je me dis: «Ah ouais, c'est con ça, j'ai pas fait, j'aurais bien aimé». Non, le rêve de trail, je dirais que continuer à pouvoir, courir suffisamment longtemps, hem et voilà, si un jour effectivement partager, des moments de trail avec mes enfants ou avec des copains, ça va être finalement ça le plus important, mais j'ai pas vraiment de rêve. Quand j'ai pris une licence, enfin là, tu vois, je suis ce qu'on appelle master, donc vétéran. Je compte pas en fait m'épanouir dans une carrière en vétéran. Donc moi j'estime que, l'énergie que je mets dans un projet, c'est bien si elle est, timée avec ma capacité physique à être, au top au moment où je le fais Mmh. et je pense que c'était le cas quand j'ai fait ma carrière et maintenant, je dirais j'ai pas de
Voilà, le rêve de trail, je dirais que je les ai plus ou moins faits. Mon rêve de trail, ça a été surtout de pouvoir réussir à faire 15 ans, finalement à courir un peu à droite à gauche, m'épanouir, construire en tant qu'homme, construire en tant que papa parce que finalement, bah, il y a toujours des problématiques, et puis, construire en tant que voilà donc j'ai pas vraiment de rêve plus que ce que j'ai fait actuellement. Je dis pas que ce que j'ai fait, il est parfait, loin de là. Bien sûr, moi, je pourrais trouver plein de choses à redire et puis des trucs que je pourrais faire différemment, mais je vis très bien avec ce que j'ai fait, quoi. Donc le Super, rêve, non. S'il y a l'occasion fera le larron. super. Quelle place a ton épouse et tes filles dans la pratique de ton sport, donc jusqu'à présent et enfin aujourd'hui encore, quoi. Quelle a été la place? Alors, faut comprendre que ma la place de mon épouse, elle est totale parce que faut comprendre que ma avec ma femme, on se connaît depuis qu'on a 12 ans. Mhm, Pas depuis 12 ans, hein, depuis qu'on a 12 ans. mhm. Donc finalement, j'ai vécu, beaucoup plus, de temps avec mon épouse que personne d'autre sur terre, quoi. Donc du coup, tout ce que j'ai construit avec elle, elle a toujours été à mes côtés, elle est à 12 ans quand je lui parlais de que j'allais faire du triathlon, elle est venue me voir sur les épreuves de triathlon, ça a été, la elle m'a fait mes ravitaillements. Alors, je suis pas du coup du style, c'est maman qui fait les ravitaillements et puis papa qui court et puis les enfants, vous allez courir avec papa à la ligne d'arrivée. Ça, je comprends qu'on soit un peu là-dedans, dans cette espèce d'image d'Épinal, Mhm. du trailer du 21e siècle, mais je suis pas, voilà, elle m'a totalement en fait, je pense que clairement, je l'aurais pas eu avec à mes côtés, j'aurais pas fait le quart de ce que j'ai fait. Ça n'a Parce jamais qu'à un été moment forcé. donné non, ouais, non, Hmm. non, non. Non, non, mais c'est sûr que je suis chiant, je lui ai imposé des choses. Parce qu'à un moment donné, je suis c'est quand on vit à côté d'un quelqu'un qui est censé vivre du trail, faire sa carrière à haut niveau, à un moment donné, ben, vous imposez vos choix. Vous imposez vos destinations de vacances, vous imposez vos dates, vous imposez votre, calendrier à la famille. Hem, Elle sait que j'en avais besoin, moi, pour me construire, mais clairement, elle a été une pièce maîtresse dans ma capacité à pouvoir répondre présent. On est bien sur une ligne de départ parce que on sait que ce qu'on laisse derrière la ligne de départ, c'est sûr, c'est serein, c'est propre. Je ne conçois pas que qu'on puisse réussir dans le sport, ou tout du moins longtemps dans le sport, sur un truc de bric et de broc dans sa sphère personnelle et Mhm. familiale. Ouais, c'est une composante indispensable, j'imagine, c'est clair, c'est clair. Ouais, oui, clairement. Puis mes enfants, je dirais que je vais pas leur imposer le fait que je dirais que, les enfants, alors moi je cours pas du tout pour mes enfants, faut arrêter de faire croire ça là j'ai les gens en fait qui disent, «Moi je cours pour ma famille, machin». Non, non, la pratique de la course à pied est clairement une pratique, égocentrée. Faut arrêter, c'est égoïste, on court tout seul, C'est un faut sport arrêter de dire individuel, que hein. je cours pour Sauf sur la quelqu'un, machin. PTL. Non, non, c'est un sport individuel. Voilà, sauf sur la PTL. Mais on est sur un sport individuel. Moi, je cours pas pour mes enfants. Par contre, je cours parce que ça me fait du bien et du coup, le temps que je passe avec mes enfants, il en est que meilleur. Mais clairement, je suis pas du tout dans l'aspect, mes enfants m'ont aidé à me construire en tant qu'homme, en tant que papa et est-ce peut-être que ça a impacté sur ma capacité à voir les choses différemment et à me performer davantage sur des choses que j'aurais peut-être pas performé si j'avais pas été papa. Mhm. Mais non, moi je fais en sorte de pas mélanger les choses, voilà, mais par contre, je mes enfants m'ont aidé à me construire, clairement. Et Euh, lycée de Versailles et? Et quoi tu et dis? lycée de Versailles, j'espère que je les aide à les construire. Et lycée de Versailles, Ah d'accord, et vice versa. d'accord. J'avais pas compris, pardon. En off, on a parlé d'un projet sur lequel tu collabores, c'est Run Advisor. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là, s'il te Ouais. plaît? Alors Run Advisor, c'est une start-up qu'on a montée avec un copain, avec qui je courais et puis, tu sais, ça fait toujours partie des projets que tu dis, quand tu cours, tu rentres de courir, tu as toujours plein de projets et plein d'idées en tête, donc il faut vite les noter sur un bout de Je papier. vois pas du tout de Parce quoi que tu finalement parles. la course à pied a ce et du coup, tu rentres vite, tu marques tout et puis avec Mathieu Fillon, on a monté cette start-up là
autour d'une application qui se voulait un petit peu transversale dans le monde du running et qui propose finalement de fédérer de concentrer autour d'une seule application des bons plans autour d'une communauté un peu running friendly, les bons plans pour trouver un événement, pour trouver un parcours autour de soi, pour trouver un hôtel-restaurant, pour trouver les chaussures, les magasins, ce qui fait que tous les acteurs finalement un peu du monde du running, qui serait, concrètement, géolocalisée et donc elle est pour l'instant elle est, téléchargeable sur toutes les plateformes, iOS et Android et l'esprit c'est de monter la communauté la plus grande. Là, on va, progressivement ouvrir la capacité à pouvoir réserver ses chaussures dans un magasin qui est à côté de chez soi donc c'était aussi redonner un petit peu une part belle au commerce Les local, commerces à locaux, ouais. la géolocalisation, Heu, voilà, qui permet finalement de faire du click and collect, c'est une solution de click and collect pour tous les magasins qui seraient susceptibles de pouvoir, faire partie de la boucle. Donc tu choisiras, on est en train de développer un algorithme pour aider, les coureurs à choisir sa chaussure, voilà. Mais, ouais, c'est un beau projet, ça prend du temps, mais c'est bien ça voilà, c'est clair que ça fait partie des trucs qui me tenait à cœur de mettre en place, dans une stratégie d'après-carrière. On va parler d'un sujet qui me parle à moi en particulier, puisque j'ai découvert il y a pas longtemps dans le podcast de la bande Plein les oreilles, alors qui est un podcast pour les pratiquants de sport outdoor Ah oui. et que vous animez avec Sylvain Georges et Mmh. Jérôme Gallo. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là? Ouais, c'est pareil, alors oui, j'ai il va me dire: «Putain, le gars, il a 36 000 projets», tu sais? Non, non, en fait, c'était marrant, en fait, c'est parce que avec Sylvain, on a toujours, eu, cette volon enfin, hem comment dire? Cette ambiance un peu, Moscato Show de le sport d'endurance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a toujours, adoré refaire le match après le match. Genre: «Ouais, tu vu l'autre il a posé une mine là, ça aurait peut-être bien de faire ci, nin nin» et donc en fait, on avait toujours plein de trucs et puis on se dit: «Putain, si on s'enregistrait, ça pourrait être trop marrant» et puis, bon, c'est resté comme ça et puis, il y a Jérôme Gallo qui est le speaker de l'ASM qui est venu me voir pour, un projet parce que finalement quand tu es speaker de l'ASM et que tu as pas beaucoup de matchs, tu as du temps et L'ASM, il c'est essayait de l'ASM trouver Clermont, c'est ça? ouais, ASM Clermont Rugby, ouais Mmh. et du coup, il cherchait finalement des capacités des capacités, il cherchait finalement des productions de contenu. Donc il était venu me voir en mode, bon, c'était pas bien glamour, mais c'était, «Et que sont-ils devenus?» Donc bon, bah, je faisais partie des «Que sont-ils devenus?» des les champions clermontois. Bon, j'ai dit: «Bon, bah, tant pis». Donc je lui explique un petit peu, bah, ce que je suis devenu. Et du coup, il me dit, je lui dis: «Bah, ouais, j'essaye, bah, tiens, je galère un peu parce qu'il faut que je trouve des productions j'essaye de produire des contenus, des machins». Je dis: «Bah, tiens, c'est marrant parce que nous, avec Sylvain, on avait une idée d'un truc et ben, lui, c'est un peu notre Philippe Schropp, c'est-à-dire que tu lui parles d'un truc le lundi et le lundi prochain, il te dit: "Bon, bah, c'est bon, on enregistre"». Donc mais en fait, c'est vachement bien parce qu'il nous a poussé à le faire, chose qu'on n'aurait peut-être pas pris le temps de le faire. Mmh. Puis en fait, bon, on s'est vraiment pris au jeu et puis franchement, je trouve que c'est sympa, on essaye alors moi, je veux pas refaire je veux pas refaire l'eau tiède, hein, je veux pas faire le fil à couper le beurre. L'idée, c'était surtout de mettre amener finalement un peu une expertise autour de nos backgrounds respectifs. Sylvain a été, cycliste pro, moi j'ai été, à haut niveau en course à pied. L'idée, c'était d'amener des petites billes, des connaissances, à travers un ton léger, frais, sans trop de langue de bois parce que ça parlera on est assez cash. S'il y a Je des choses confirme. à dire, on les dira, Mmh. mais mais heu, mais voilà, l'esprit c'était ça, effectivement, c'était de monter une structure, monter un média autour de, voilà, un peu les grandes gueules du sport outdoor, quoi et endurance. Je confirme, c'est très, très frais, c'est dynamique, c'est sans langue de bois, c'est vraiment, vraiment super sympa. Ça détonne un peu, dans le milieu du trail running, hein, notamment, qui est un milieu assez policier en règle générale. Heu et vous faites du Mmh. super boulot, c'est très, très, très intéressant. Bon, bah, je te remercie venant d'une ceinture noire du podcasteur. Oh, quel honneur, quel honneur, quel honneur. Non, non, c'est vraiment non, vraiment blague mise à part, c'est vraiment un super podcast c'est très, très divertissant. Donc bravo à vous 3. Hem
Qu'est-ce que je veux dire? Merci. Qui tu souhaiterais me conseiller pour apparaître dans le podcast? Ah! Pouah, alors après, il faut que je me souviens pas qui tu déjà eu, mais qui je pourrais? Vas-y, dis pour Ouais, voir. là, je sais pas trop. Putain, non, mais après Gilles Bertrand, tu l'as déjà Ouais. eu. Thierry Boy, tu déjà Non, eu. j'ai pas eu Thierry. Heu, ah bah Thierry, tu pourrais, oui, oui, tu pourrais. Thierry Boy, tu pourrais. Allez, Ouais, Thierry ça Boy. pourrait. Bon, ça marche. Thierry Boy, ça pourrait. Si tu peux me Bon, on faire reste une. un peu dans les on reste un peu dans les expandables, hein, mais bon. Allez, c'est noté. Euh, Thomas, est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Bon, on a bien fait le tour, hein. Est-ce que tu as un dernier sujet à Oui, évoquer? oui, je te remercie, bah, de ce temps, le temps que tu m'as consacré et finalement, voilà, je trouve que non, bah, en fait, les derniers sujets, je dirais que je au-delà de l'aspect, carrière et ainsi de suite, je trouve qu'en fait, on meurt jamais dans la mesure où on a, au moins des projets en tête et des volontés de se remettre en pas en question, mais au moins de se sortir ses zones de confort. Plus on est confortable, c'est ce que je dis à mes patients, hein, le canapé, c'est confortable, 6 mois de canapé, ça donne mal au dos. Ouais, Donc des escarres aussi. je dirais que des escarres et tout ça, donc à un moment donné, je dirais que je peux que ça soit dans la pratique sportive ou dans la vie en général, heu, ouais, éviter, et finalement ça serait un petit peu la définition même du trail, c'est que n'hésitez pas à sortir, à prendre soit du hors trace ou du chemin un peu moins carrossable. Je trouve que c'est ça qui pourrait, finalement, résumer la vie d'une carrière en trail réussie avant, pendant, après. Très bien. Bon, message passé. On arrive à la dernière partie de l'épisode, c'est les questions rapides. Alors, je vais te poser des questions, Oui, et si tu peux me répondre par oui, des réponses courtes et sans argument. très bien. Plat favori après la course? Du riz, du riz. Boisson favorite après la course? Boisson favorite après la course, un Coca Light. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? Heu, Ça dépend de la ouais, non, tu pas d'argument. Non, faut choisir. On va dire gel, Fait maison ou industriel? fait maison. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Mmh, pluie. Si? Après la Ouais, pluie, vas-y. après la pluie. Après la pluie, après la pluie. C'est bon. Tu préfères les racines ou le Pluie verglas? après la pluie. Ah, les racines. Alors, j'inaugure aujourd'hui la première question point de côté. Tu connais point de côté? Ouais, De, ouais, de- de ouais, nos ouais. amis, de nos amis les genoux dans le gif. Alors, tu préfères avoir Oui. 12 mouches qui te tournent autour en permanence autour du visage, ou traverser le massif du Mont Blanc en tongs et Mmh. déambulateur lors d'une course qui s'appellerait le déambulateur des géants? Heu, Ouah, ça doit enfin, il suffit de prendre son temps, mais le déambulateur des géants, moi, ça m'intéresse, hein. Ok, très bien. Tu préfères courir de nuit ou de jour? 2 jours. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir? Matin. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout? Je suis plutôt podcast. Ah, team podcast, ça fait plaisir. Ça, c'est bien ça. Et pour Ouais. terminer, dans ta carrière, tu aurais aimé gagner un UTMB ou une Western State? Mmh, alors, si je pense qu'un UTMB, c'est plus rentable, mais une western, c'est plus prestigieux. Donc je Super. dirais western. Allez, super. Super, Thomas. Merci beaucoup, c'était vraiment super. 2 heures pile, tu vois, donc tu as battu Parfait, le record de impeccable. longévité de l'épisode, mais c'était hyper intéressant et je me suis régalé. Bon, je te remercie, Nico. Merci beaucoup et puis bonne continuation pour tout, pour Run Advisor, pour tout ce que tu souhaites et puis prends soin de toi. Bon, merci, Nico. À très vite et j'attends l'interview de Thierry Breuil. Allez, ça marche. Merci beaucoup Thomas et puis passe une agréable journée et à très bientôt. Ça marche. Salut, Nico. À Salut, bientôt. salut, à bientôt. Bye bye. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Thomas Laure Blanchet.
Je le remercie pour toute sa franchise, de nous avoir partagé toutes ces anecdotes, sa transparence. Pour ma part, ça a été un agréable moment de partage. Donc merci, merci, merci à Thomas pour tout ça. Si vous souhaitez rejoindre le LTP, rien de plus simple, il vous suffit de vous connecter par exemple sur les réseaux sociaux à Let's Try le podcast sur Instagram, à Let's Try sur Facebook. Et si vous souhaitez avoir des infos mensuelles, une fois par mois, j'envoie des nouvelles du LTP avec les nouveaux invités, avec les backstage de l'émission. Vous pouvez trouver le lien d'inscription sur à peu près toutes les plateformes. Fouillez un petit peu, vous trouverez le lien qui permet de s'inscrire à cette newsletter. Ceci étant dit, j'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut! Eh ben Thierry, j'espère que tu feras. Bon, tu sais que 2 heures c'est pas mal, 2 heures c'est en général, c'est là où tu commences à sauter en général en course. Mais 2 heures, c'est mon record sur Let's Trail. Bah écoute, je te souhaite de passer autant de bons moments que j'ai pu le faire avec Nico. Ça balaye large, il y a pas trop de langue de bois, mais ça c'est toi qui vas le décider. Et je te souhaite plein de bonheur pour la suite. Bye.